Announcements, none. Papers have been laid. Motion. Speaker, sir, I move that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favour say aye, those against say no. Aye. Ayes have it. Statements by ministers, none. Public bill, second reading. Honourable Mrs. Dukan-Lachman. Mr. Speaker, sir, allow me first to congratulate my colleague, the Honourable Minister of Finance, for having identified the appropriate strategies and the right mix of policies for the well-being of our people, as well as for ensuring the sustainability of the economic prosperity of our country. Mr. Speaker, sir, this budget focuses on 3 strategic areas: inclusiveness, restoring the purchasing power, stimulation of economic growth, and concurrent resilience building. It also places people, our people, at the center of our strategy. I reiterate that we need to congratulate the Minister of Finance for the measures which primarily target the neediest. Mr. Speaker, sir, we all know what the outcry has been. Fundamentally, people have been complaining about their eroding purchasing power, and this budget responds to that apprehension. There are so many measures targeted at curbing rising prices, leaving much more resources in the hands of people. In fact, the list is quite exhaustive. Subsidy on basic commodities, flour, rice, milk, cooking gas, more than 20% increase in respect of social aid, incentives in respect of private home investment with a refund of up to 5% of the loan amount up to a maximum of ₹500,000 rupees. The elimination of the municipal tax, widening the scope for households to save and increase their purchasing power, without forgetting the 13,000 social housing units to be constructed. And that is just part of the list, Mr. Speaker, sir. Let me reiterate, Mr. Speaker, sir, that our people, in responding to their concerns, are at the very heart of this year's budget. Monsieur le Président, le budget démontre clairement que les préoccupations du peuple mauricien, leur intérêt, demeurent la priorité primaire de ce gouvernement. L'accent a aussi été mis sur l'investissement et la croissance économique. Never before, Mr. Speaker, there has so much support been given to boost the production of goods and services. Incentives and measures taken will inevitably have a ripple effect on economic growth. I strongly believe in the soundness of boosting local primary sector output as well as the re-emergence of the tea sector. All these will palliate the threat of food crisis. Et Monsieur le Président, le pôle de la transformation des fruits sera également bénéfique. The rebate on freight costs to enterprises involved in exports, all these, Mr. Speaker, sir, show how considerate the Minister of Finance has been. If you listen to the echoes that reach us from outside, Mr. Speaker, sir, you will get only positive vibes, which unfortunately does not seem to be the case for some on the other side of the House. What is true, nevertheless, is that my colleague Minister has now come up avec brio with a balancing act. He has ably reconciled the necessity of easing the burden of the average family and improving its purchasing power, while simultaneously laying out the ecosystem for a post-pandemic economic take-off. Monsieur le Président, je présume que le mal-être de nos collègues de l'opposition relève précisément du fait qu'ils n'arrivent pas à digérer ce tour de force qui est beyond expectations. To add insult to injury, Mr. Speaker, sir, ils nous réclament à corps et à cri qu'on retourne au peuple le pouvoir d'achat. Mais c'est justement ce qu'on fait. C'est justement ce que nous sommes en train de faire, Monsieur le Président. Alors pourquoi ne pas le reconnaître? Monsieur le Président, permettez-moi
d'exprimer aujourd'hui mon étonnement, mon incompréhension vis-à-vis de l'attitude et les propos des membres de l'autre côté de la Chambre par rapport aux mesures budgétaires annoncées par l'honorable Padayachi. À les entendre, on dirait qu'ils vivent dans une bulle, qu'ils sont tout à fait inconscients des défis multiples que le monde dans son ensemble a fait face durant ces 2 dernières années. Nous savons tous que le double choc de la pandémie et la guerre en Ukraine ont perturbé la vie des peuples à travers le monde. Mais les membres de l'opposition donnent l'impression qu'ils ne sont pas du tout au courant de ces difficultés encourues par les gens. Sont-ils si déconnectés que ça? Si déconnectés de la réalité, Monsieur le Président, ou font-ils semblant? En fait, la vérité, c'est que le budget Padayachi les a mis hors jeu. Ils sont abasourdis et ne savent plus quoi faire. Ils ont perdu leur repère. Les arguments qu'ils avancent sont fades, blêmes, sans conviction et souvent contradictoires, comme l'a si bien fait ressortir hier l'honorable Usnu lors de son intervention. Le budget a été au-delà de l'attente des gens et surtout de celle des membres de l'autre côté de la Chambre. Mr. Speaker, sir, this government, led by Honourable Pravin Kumar Jagnnath, our Prime Minister, has taken a series of measures to ensure the protection and well-being of the people of the Republic of Mauritius. Je ne parlerai pas des mesures prises pour accompagner le peuple mauricien durant la pandémie, le confinement, ou encore les mesures prises pour assurer la protection du peuple mauricien, que ce soit en termes de vaccins ou de médicaments. Je ne parlerai pas de tous les efforts mis pour assurer que les personnes âgées, les jeunes à l'école soient vaccinés. Mais, Monsieur le Président, il est bon de noter aussi que le ministre des Finances a su satisfaire les besoins du peuple, surtout les plus vulnérables, en apportant le soutien si nécessaire dans ces moments difficiles, tout en assurant la relance de l'économie, à travers des mesures concrètes pour stimuler la croissance. À travers ce 3e budget, l'honorable ministre des Finances a été fortement applaudi et d'ailleurs, nous le savons bien, il a été nommé le meilleur ministre des Finances du continent africain et nous lui en félicitons. Monsieur le Président, permettez que je cerne l'aspect concernant les allocations. Cela dans le but d'éclairer la lanterne de nos amis de l'opposition qui ont une fixation sur le pouvoir d'achat. Faisons les comptes, Monsieur le Président. 350 000 personnes percevront une allocation mensuelle de 1 000 roupies, soit plus d'un quart de la population. 300 000 personnes verront leurs prestations de retraite augmenter. En termes de foyers qui sont exemptés de la taxe municipale sur leur résidence, 110 000 familles en seront les bénéficiaires. 100 000 de nos contribuables paieront moins d'impôts et se retrouveront avec un supplément de ressources financières à leur disposition. Et cela impactera certainement positivement sur le pouvoir d'achat. Monsieur le Président, prétendre que le budget n'apporte aucune aide à la population relève de la démagogie pure et simple. Et c'est indéniable. Peu importe ce que l'opposition veut faire croire, ce budget a créé un feel-good factor et la population est nettement consciente de cela. Je disais tout à l'heure, Monsieur le Président, que le budget a pris en compte l'écosystème humain, le bien-être de la population, une amélioration de la qualité de vie, que ce soit le service de santé, que ce soit le système moderne de transport. Le gouvernement a toujours mis l'être humain au centre de son action. Ces mesures viennent s'ajouter, bien sûr, aux facilités, assistances et subventions que les familles reçoivent déjà. Aujourd'hui, ce gouvernement a assuré que l'éducation est réellement gratuite, du primaire au tertiaire. L'enseignement supérieur gratuit, les manuels scolaires gratuits, les frais d'examen gratuits. Et là, je voudrais quand même attirer l'attention de cette auguste Assemblée sur la vision de notre Premier ministre. Et je dois dire, c'est lui qui a toujours souligné que l'argent ou les moyens ne devraient pas être une barrière dans l'avancement des jeunes mauriciens. Dès notre arrivée au gouvernement en 2014, il s'est assuré qu'on redonne les subsides sur les frais d'examen. Et sachez, Monsieur le Président, que le montant que le gouvernement contribue pour les frais d'examen tourne autour de 300 millions annuellement. Monsieur le Président, nous ne sommes pas arrêtés à cela. Je viens de le dire, l'enseignement supérieur gratuit.
coûte à l'État 600 millions de roupies. Mais qu'avons-nous fait? Le Premier ministre, dans sa vision, a voulu démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, plein de familles peuvent envoyer les enfants continuer leurs études dans nos universités. Monsieur le Président, peut-être que je devrais faire ressortir aux jeunes parlementaires qui peut-être ne sauraient pas comment la situation était il y a quelques années de cela. Vous savez, dans les familles, il fallait attendre qu'un élève puisse compléter leurs études, prendre part aux examens. L'année où un des enfants devait prendre part aux examens de Cambridge, l'autre enfant devait attendre. Ils sacrifiaient une année de leurs études parce que les parents n'avaient pas les moyens de payer les frais d'examen. Mais ce gouvernement-ci, Monsieur le Président, a assuré que les élèves, que les jeunes Mauriciens puissent continuer leurs études en toute quiétude. Parlons des manuels scolaires, Monsieur le Président. Depuis notre arrivée en 2019, nous avons assuré que les manuels scolaires de grade 1 à 9 soient gratuits et cela coûte plus de 100 millions à l'État. Monsieur le Président, on ne peut oublier la déduction de l'ordre de 500 000 par enfant pour ceux qui ont des enfants à l'université. Monsieur le Président, la baisse des impôts de 15 à 10% a été réduite pour les familles dont les revenus mensuels ne dépassent pas les 50 000. The state, Mr. Speaker, is ensuring that more resources remain with the people to cater for their needs. Monsieur le Président, je voudrais là faire ressortir que ces gens qui sont en train de nous pointer du doigt sont les mêmes qui avaient enlevé toutes ces facilités des jeunes de la République. Je ne reviendrai pas sur les propos qu'ont déjà tenus mes amis sur le fait que certains avaient même trouvé que ça coûtait trop à l'État d'offrir un pain dans les écoles pour nos enfants. Monsieur le Président, que se serait-il passé si le gouvernement n'avait pas pris toutes ces initiatives depuis l'arrivée au pouvoir en 2015? Monsieur le Président, à travers le monde, la situation créée par la pandémie, par la guerre, a donné lieu à beaucoup de défis. And governments across the world have developed coping strategies, Mr. Speaker, sir. But this government, Mr. Speaker, sir, this government, under the able leadership of and guidance of our Prime Minister, Honourable Pravin Kumar Jagannath, has been unflagging in its determination to have a prompt and effective response. And government initiated such a large number of proactive and interim actions that were instrumental in the containment of the pandemic and reversing its spiraling consequences. Today, despite the toll of the pandemic and the war, all forecasts point to, firstly, a reduction in unemployment from 9.1% last year to 7.8%, a boost in the exports of goods and services slated to reach 169 billion rupees, an increase in investment rate to 21.2% of GDP, a jump in FDI as well as in tourist arrivals, reaching up to 1 million this year, a declining public sector debt, and this is not all, Mr. Speaker, sir. The GDP is expected to exceed its pre-pandemic level to reach 520 billion rupees by 2022, as against 465 billion in 2021. Mind you, such figures are not being pulled from a conjurer's hat. They come from the forecast of the International Monetary Fund. Mr. Speaker, sir, the Minister of Finance has rightly chosen the theme of the budget to be with the people, for the people. He transcribed this into reality. Allow me to refer to just a few of those measures, Mr. Speaker, sir. I've already mentioned the provision of subsidies, the price control in certain essentials, the regressive market regime for pharmaceutical products, which will also prove to be a timeless measure, especially for the elderly. These measures, Mr. Speaker, sir, will have a highly positive payoff for everybody. And what I should add with regard to the increase in old age pension,
is that the very people who've been telling us again and again that we should not increase the pensions. In 2014, they were saying that it's unsustainable. In 2019, they were saying that we were bluffers. And today, Mr. Speaker, sir, we have done it without increasing taxes. And we have shown to them that we act differently. Mr. Speaker, sir, we didn't stop at the old age pension. All basic pensions have been increased. The invalidity pension will also no longer be accounted for as a revenue for the purpose of tax computation. Monsieur le Président, il ne faut pas oublier ces gens qui nous disaient qu'il ne fallait pas augmenter la pension de vieillesse. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que la pension de vieillesse est passée de 3 623 à 11 000 roupies en juillet 2022. Ces mêmes personnes sont maintenant, they have the cheek, Mr. Speaker, of coming to us and saying, trop peu, trop tard, fallait donner plus, c'est pas assez, et j'en passe. Monsieur le Président, les personnes âgées ont toujours eu une attention spéciale et une considération particulière par ce gouvernement, car nous croyons et nous reconnaissons leur contribution dans le développement de notre île. Monsieur le Président, ceux qui sont sur le Social Register Mauritius, eux aussi, nous savons qu'il y a eu une augmentation sur toutes les prestations sociales pour ceux qui sont sur le registre, que ce soit le Child Allowance, le Subsistence Allowance et autres. Mr. Speaker, sir, we all recall the loud and prolonged table thumping that reverberated across this assembly when the minister announced the tax rebates, or again the abolition of the municipal tax on the family home for some 110,000 families. Mais que disaient les gens de l'opposition? Qu'on aurait dû venir avec les taxes rurales. Mais, Monsieur le Président, nous avons cessé l'histoire de us against them, ville contre village. Aujourd'hui, nous avons trouvé la formule qui marche. Monsieur le Président, pendant que tous les indicateurs laissent clairement comprendre que la situation revient à la normale, que l'optimisme est de rigueur, même pour les institutions internationales d'ailleurs. Certains, de l'autre côté de la Chambre, parlent de worsening economic situation, de money illusion. Allez comprendre, Monsieur le Président. Certains disaient même qu'on allait subir le même sort que le Sri Lanka ou la Grèce. C'est tout ce qu'ils trouvent à dire, Monsieur le Président. Les oiseaux de mauvais augure. Mr. Speaker, sir, it has been a deep-rooted philosophy in the MSM party, a party to which I am proud to belong, a party that has always believed that we should first stimulate growth, create employment, increase the size of the national cake, and redistribute it such that everyone gets a fair share, and deservedly so. That, Mr. Speaker, sir, is what inclusive growth is all about. The budget is dictated by the economic imperative and moral conviction that this government will leave no one behind, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I'll make it a point to stress that all the above benefits that will accrue to our citizens, especially those who are the most vulnerable, will be supplementing what already obtains under our welfare state. We are, in fact, consolidating the welfare state, ensuring that all citizens have a fair deal. And I dare believe our welfare state is one of its kind, if not unique, in this part of the world. We want, Mr. Speaker, sir, the rising tide to lift all vessels, boats and ships alike. Let me, Mr. Speaker, sir, now turn to the education sector. The budget 2022-2023 has a direct allocation that stands at 18.3 billion for the sector. Accordingly, there is a clear recognition that education is the key to our development agenda. It also recognizes that investments in human capital should be sustained, since every child of the Republic has to grow into a productive citizen, contributing positively to the emancipation of society.
The direct budget allocation for this financial year, which stands at 18.3 billion, will allow us to do so. The fundamental notion of equity is inbuilt in the education sector. The Honourable Minister of Finance does recognise this, keeping in view the sustained investment he has been making in education over the years. Mr. Speaker, sir, with your permission, I will briefly expatiate on a number of major thrust areas that this budget supports and propels. In the pole position is a consolidation of the free education. Je viens de le dire, Monsieur le Président, nous avons bouclé la boucle en ce qui concerne l'éducation gratuite, tout en à tous les niveaux de l'éducation, incluant l'enseignement supérieur. Allow me at this stage to express my sincere gratitude to the Minister of Finance for the introduction of 2 additional scholarships on the economic side under the Sir Anirudh Jagannath National Scholarship Scheme. I'm also grateful, obviously, for this recognition of the incredible achievements of the late Sir Anirudh Jagannath, a stalwart in his own right, and who rightly again is acknowledged as the father of the economic development of the country. But I'm also deeply grateful for the acknowledgement, because it is thanks to him and his mentoring that I am in the political arena today. The scholarships can hence be seen as a tribute to and as a symbolic token of the motivation and incentivization that he has given to so many young persons as they embarked on their professional careers. On both counts, I believe that the scholarships for the first girl and first boy students in the economic strand will throw into relief the paramount necessity for hard work and perseverance and determination, qualities that Sir Anirudh clearly exemplified in his lifetime and that we want to sustain in our system. Mr. Speaker, sir, the second thrust area is the advancement of the educational reform program we had embarked upon since 2015. I will not go back to the number of transformations that have been successfully brought to the sector. I have had the opportunity to highlight many of them through responses to PQs. The results are there for all to see. Mr. Speaker, sir, I will not dwell on the long list of infrastructural projects, constructions, extension and upgrading to be undertaken in both primary and secondary schools. Suffice it to say that government will continue to invest in building infrastructure of schools to enhance the learning and physical environment. Around 350 million rupees have been provided in this budget for that purpose. Monsieur le Président, permettez-moi à ce stade de répondre aux propos de l'honorable Gangapa Assad. L'honorable Gangapa Assad, durant son intervention, avait fait mention des gymnases qu'il attendait sans cesse. Je voudrais attirer son attention, Monsieur le Président, que nous, au ministère, nous, dans ce gouvernement, nous pensons à l'éducation comme un ensemble. Et tous les enfants de la République, qu'ils habitent le nord, le sud, l'est ou l'ouest, sont nos enfants. Je n'ai pas trop compris ce qu'il venait dire à plusieurs reprises, 4 à 14. Je présume qu'il faisait allusion aux circonscriptions 4 à 14. Est-ce que M. Gangapa Assad, qui à plusieurs reprises, durant son intervention, nous a rappelé qu'il a été recteur, chef d'établissement scolaire, est-ce que lui, quand il parle des enfants du pays, il parle des enfants du pays en tant que des enfants de telle ou telle circonscription? L'honorable Gangapa Assad, à plusieurs reprises, durant son intervention, nous a rappelé qu'il a été, lui, chef d'établissement d'un collège MGI, qu'il a trouvé difficile, certes, le travail, mais qu'il a été chef de département, chef d'établissement scolaire. Il a trouvé bon de venir dire dans cette Assemblée que nous sommes en train de regarder certaines écoles et pas d'autres. Ben, j'ai la liste, Monsieur le Président, et je lui demanderai d'aller voir dans The Estimates quelles sont les écoles, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Nous avons récemment construit des gymnases à quartier militaire, à Rivière-du-Rempart, à Paille, à Vakwa. Mais, Monsieur le Président, est-ce que M. Gangapa Assad vérifie ses dires avant de venir dire des choses en cette auguste assemblée? Je lui demanderai, en tant que chef d'établissement scolaire, de transmettre
les valeurs aux jeunes et de réaliser qu'on ne vient pas débiter n'importe quoi dans cette Assemblée sans avoir vérifié ces dires. M. Gangapasad nous disait que la HRDC est en train de donner des stipends aux jeunes pour qu'ils aillent se former, mais il se fait porte-parole de certains élèves qui sont venus lui dire qu'au lieu d'avoir 10 000 roupies, ils n'ont reçu que 4 000 roupies. Monsieur le Président, est-ce que M. Gangapasad a pris la peine de vérifier ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a un stipend de 10 000 roupies, mais il faut aussi être présent à l'école, être présent pour la formation pour recevoir ce stipend. Et le paiement ne se fait pas pour atteindre. Si au lieu de venir encourager les jeunes d'aller vers ces formations et d'aller profiter de cela, il est en train de dire que ce sont des promesses. Mais enfin, il faut être responsable. Quand on aspire à être celui qui s'occupera du portfolio de l'éducation, on doit démontrer un peu plus de grandeur d'âme, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il a été plus loin. Et je dois dire que j'ai été choquée par la façon dont il a parlé, avec l'agressivité que Mme Ramiad, l'honorable Ramiad, a bien fait ressortir, n'est pas digne d'une personne qui est supposée d'être imbue des Gandhian Principles venant d'un MGI. Il n'a pas démontré de patience du tout. Il ne sait pas que pour venir avec un gymnase, il nous faut avant tout que les officiers du MNI puissent travailler les spécifications, venir avec les designs et finalement les thèmes de procédure. La patience est une vertu qu'on doit surtout garder, Monsieur le Président. Il y a quelque chose d'autre qu'il a dit que je trouve vraiment inconcevable. Quelqu'un qui a été dans le secteur éducatif, quelqu'un qui a été responsable de l'éducation de nos enfants. Il est venu à l'Assemblée, venir dire qu'il y a eu un leakage de papier et de PESAC et que les élèves ont composé en août. Monsieur le Président, est-ce qu'il a pensé aux enfants? Il a voulu venir créer des doutes dans la tête des gens. Et je trouve que c'est terrible, vraiment inacceptable, venant d'un honorable membre de cette Assemblée. Venez dire ici que les papiers ont été leaked. Monsieur le Président, si jamais il y a eu des gens who attempted to get information, and when this became known, l'AMES a pris les dispositions qu'il fallait. All information, confidential information, that could have been compromised, have been put aside. Il parle de leakage de papier. Les papiers, on n'a même pas encore envoyé les informations en Angleterre où les papiers sont printed. Mais enfin, venir créer des doutes, venir pointer du doigt une institution, il a pris la peine de venir nous lire la lettre qu'il a écrite à la MES après les examens pendant la pandémie. Monsieur le Président, on a oublié ce qu'il disait aux gens autour quand on avait les examens, quand on a pris la décision d'étendre l'année scolaire, quand on a pris la décision de renvoyer les examens. Il disait toutes sortes de choses. Ils allaient sur les réseaux sociaux critiquer. Et là, aujourd'hui, il vient dire qu'il avait écrit une lettre pour remercier la MES pour le bon travail effectué. Mais franchement, Monsieur le Président, quand on vient dire des choses pareilles, est-ce qu'on n'a que l'intérêt des enfants? Ces enfants-là vont prendre les examens en août. Est-ce qu'on vient les réconforter? Est-ce que c'est ça qu'on s'attend d'une personne qui ne cesse de nous dire qu'il a été chef d'établissement et qu'il sait comment le travail doit se faire? Il vient nous pointer du doigt? Impensable, Monsieur le Président. Franchement, MES leakage. C'est vrai, il y a eu quelqu'un qui a essayé d'entrer dans les données. Mais, faites bien attention, La MES a pris les dispositions qu'il fallait. Et tout de suite, on a agi. Ben alors, est-ce qu'on va dire aux enfants qui vont prendre les examens qu'il y a eu leakage de papier? On va le mettre sur les journaux? On va créer des doutes? On va pointer du doigt une institution? Et j'ai entendu l'honorable Jouman à la radio ce matin, qui disait que la directrice est toujours là. Mais enfin, franchement, en tout cas, ces gens-là demandent à faire une introspection. Je leur demande de bien réfléchir et de voir comment est-ce qu'ils réagissent
Est-ce que c'est ça, les valeurs qu'ils veulent transmettre? Et quand on les écoute ici à l'Assemblée, ils sont toujours en train de nous pointer du doigt. Ils sont toujours les donneurs des leçons. Monsieur le Président, il est venu nous parler des psychologues. Sachez que dans le budget de l'année dernière, nous avions prévu le recrutement de 34 psychologues. Pendant qu'il parlait ici, il y avait 18 psychologues qui avaient déjà la lettre en main pour venir se joindre au ministère de l'Éducation, à part des 34 que nous avons déjà. Monsieur le Président, on ne vient pas dire n'importe quoi ici. Nous sommes des gens qui travaillent. Tout ce que nous avions prévu dans notre programme électoral, nous les avons implémentés. Monsieur le Président, je ne vais pas m'attarder plus longuement sur ce type, parce que franchement, je m'attendais à ce qu'il démontre beaucoup plus de hauteur dans ce qu'il est venu débiter dans l'Assemblée. J'espère qu'il est conscient of the damage they have caused to our students. Mr. Speaker, sir, let me come back to what I was saying earlier. We have, when we talk about education sector, we talk about the infrastructure, certainly, but we also talk about the software. I said I didn't want to go over everything that we have done, but we have been collaborating with the Ministry of Youth and Sports. We've been collaborating with institutions, and today we can proudly say that 14,000 students of grade 4 have all been trained in swimming. La natation scolaire est une vérité aujourd'hui dans nos écoles. We have more than 10,000 students who engage in after-school sports activities. We are not stopping there. We have introduced the outdoors education program that we would do in collaboration with the Ministry of Youth and Sports and the Mauritius Sports Council. We want our young people to grow and to really become productive citizens. And we want them to be, well, vraiment bien dans leur peau. There are various forms that we have, various forms of the software part that I'm talking about. In the first place, no education system can operate without an investment on constant de-skilling and reskilling of teachers and school leaders. Nous avons créé une plateforme d'échange pour les professionnels de l'éducation. L'Academy for Educational Professionals est déjà en œuvre. I am pleased to highlight that the budget makes provision for funds that will help to initiate capacity building programs to facilitate sharing and good practices through our Academy for Education Professionals. I also welcome the initiative in the budget for the Passeport Culture to be provided to youth at age between 15 and 25 years old for the purchase of books, musical and sports equipment, as well as arts and cultural activities. This is a major component of the reform in the education system. It ensures that the overall development of the child and creates opportunities for talents to be exhibited and tapped. This is also a tacit recognition that the consolidation of the reform program depends heavily on an interministerial and interinstitutional partnership and collaboration that has always characterized my ministry. In the domain of digital learning, that also Mr. Honorable Gangapas had pointed out, I wish to draw his attention and that of the House that the Ministry of Information Technology, Communication and Innovation has already awarded the contract for the provision of high-speed connectivity in 155 secondary schools. Mr. Speaker, sir, who can possibly question the reliance upon information technology in practically all sectors in today's world, whether it is the world of work, the world of leisure, the world of social interaction? We are all aware of the extent to which EdTech proved to be a powerful and invaluable partner when school had closed down due to the pandemic. In fact, we have a feeling that it is fast gaining ground today, and that instead of provoking exclusion, EdTech rather opens up new opportunities for inclusion in teaching and learning. The how is easy to answer. For one thing, EdTech carries with it the concept anytime, anywhere learning. For another, it has shown the efficacy in assisting learners with disabilities and for encouraging personalized learning. This has proved to be the case in Mauritius as well, which incidentally explains our investment in technology in schools for learners with disability and for learners with disabilities. I strongly believe that our educational processes can be enriched by technology,
and certainly it plays a highly contributory role in improving learning outcomes. Blended learning, Mr. Speaker, sir, is the new name of the educational game, and we cannot afford to miss the boat. Obviously, EdTech in school is not something of a novelty in education institutions. My ministry has been investing massively in it. D'ailleurs, on envisage même de travailler avec les partenaires étrangers pour la formation de nos professionnels dans ce domaine. Ce qui est important à retenir, Monsieur le Président, c'est le fait que nous n'avons pas été forcés par la pandémie pour tourner vers la numérisation. En effet, le Student Support Portal, dont l'apport a été probant durant la pandémie, a été créé bien avant que celle-ci ne fasse surface. Personne n'avait alors réalisé l'importance capitale de ce portail numérique. Dès 2019, Monsieur le Président, nous avons un portail numérique qui permet aux jeunes d'avoir accès à des leçons. Et cela nous a été d'une grande aide pendant la pandémie. La même chose s'applique au Early Digital Learning Programme. C'est effarant le nombre de fois que les membres de l'Assemblée nous blâment de ne pas éliminer l'inégalité et l'inéquité dans le système éducatif. On parle de digital divide, de laisser certains apprenants hors du circuit. Mais c'est précisément dans cet esprit qu'on a investi dans le Early Digital Learning Project. Dès leur arrivée à l'école, ils sont exposés à la technologie. Et mon collègue, Madame Doréaou, a aussi porté son aide pour les enfants durant la pandémie. Et on a aussi dit qu'elle est venue avec des tablettes qu'on a remis aux élèves dont les parents étaient sur le Social Register. The Early Digital Learning Project that had initially been initiated at the lower primary level is now being rolled out to cover the entire primary education cycle. And for this purpose, I am pleased that an amount of 360 million rupees has been made available in the current budget. Mr. Speaker, sir, we cannot have a rest on our laurels. It is important for us to benchmark our education system against international standards. I am consequently highly appreciative of the provision made in this budget for Mauritius to participate in the 2024 edition of Programme for International Student Assessment, the PISA. This is a worldwide learning assessment of the OECD. As the House certainly knows, PISA is an international assessment that measures competencies in 3 major domains of study, namely reading, mathematics, and science. The focus is on the capability of 15-year-old students to think critically and apply their knowledge creatively in novel contexts. We have also been laying emphasis on the study of STEM, science, technology, engineering, and maths, and we know that it's extremely vital for a country to innovate, improve its productivity, and bring about social uplift, and STEM will help in that. Again, the pandemic has shown us how important science can be, and hence interest in these subjects should constantly be buoyed and sustained. Here, I must express my appreciation for the tremendous work and the role played by the Rajiv Gandhi Science Centre in popularizing the uptake of science by youth. The Centre has established strong partnership with international bodies and institutions, and such partnerships are paying rich dividend. Mr. Speaker, sir, let me come to another area which is very dear to me, that of technical and technology education. We have now come to the next stage of our reform agenda, where our focus has to be on the technical and technology education. Mr. Speaker, sir, in an ever-changing technological landscape, in addition to knowledge, learners are required to acquire a set of skills, and that are today's new currency for learning and development. But as importantly, these skills and competencies have to be future-proof, given the dynamism and the fast-evolving workplace. What are the skill sets that we are looking for? Creativity and innovation skills, certainly, but also high-order skills such as critical thinking, problem-solving, digital literacy, soft skills like flexibility, adaptability, as well as social and pluricultural skills. We know that countries like Singapore, South Korea, Germany, Finland have gradually adapted their education and training systems to the needs of the day. They are channeling around 50% of their upper secondary education population to technical and technology education.
This is particularly timeless when such key economic sectors like creative industry, healthcare, freeport, logistics, ICT and life sciences, amongst others, are fast gaining prominence. Mr. Speaker, sir, I'm pleased to announce that we are transforming the technical and technology education sector in Mauritius. We need to address the high skills needs of the country by creating more opportunities, especially pathways for students to pursue studies in technical and technology education. This will see a transformation of the entire technical education landscape. The Polytechnics Mauritius Limited has already identified its niche, semi-professional areas, and is operating in full swing despite its brief history. Its student population has today reached 3,200 and is diversely represented, comprising, as it does, of Mauritian, Rodriguan, and African learners. We know that PML has been a success story. We know also that the Institute of Technical Education and Technology is called upon to deliver post-grade 11 demand-driven quality technical and technology education courses. To round off the whole exercise, we are now in the process of diversifying the educational offerings at grades 10 and 11. This will be a new, credible, coherent, and high-quality learning pathway that promotes learner achievement towards skills for the future. This pathway will be an attractive and alternate one so that students may choose between the general or the technology education. I will stress the fact that this technology education pathway will be of equal standard and repute with the general education. To guarantee the process, Mr. Speaker, sir, we are embarking on a venture that will have major long-term impacts on the systemic transformation of education. The House will recall the decision conveyed in this very assembly regarding the establishment of the National Examination Board to be affiliated to the University of Mauritius. This board will set the examination standards and have the responsibility for the award of the qualifications at secondary level for Creole Mauritian. The same will apply to the technology education. Mr. Speaker, sir, this represents a major landmark in our education. Allow me to add that Mauritius is going further in its reform to rebrand and modernize technical and technological education. Mauritius has to address the demands of the fifth industrial revolution and the future of work and jobs. Mr. Speaker, sir, a few words on higher education. Major actions are underway to develop Mauritius into a knowledge hub. To increase credibility and visibility, we must have a robust framework, sound quality assurance mechanism, and effective and efficient funding mechanisms to steer and monitor performance in the sector. Thus, a reformed regulatory framework is in place for registration of private higher education institutions and accreditation programs of both the public and private educational institutions. Furthermore, to facilitate mobility of students, a credit value and a transfer system is being adopted. Let me also add that we are implementing a common admission platform and a learner management system, and also providing for the students' accommodation facilities, the hall of residence at Côte d'Or for students of both private and public institutions, in line with our vision to attract more international students. Moreover, this year, the principle of equity has also led to the waiving of the administration fee for students from families under the SRM. This will also apply for full-time courses at the MITD, as well as other recognized public tertiary institutions. Mr. Speaker, sir, let me close this part and take up the next thrust area, which relates to the panoply of measures for the pre-primary and SEND sector. We have said that the budget is one about inclusion. The Honourable Minister of Finance has been kind enough to listen to my earnest request to go the extra mile for those who militate for the well-being of our SEN learners. Let me highlight the grant of 100,000 rupees for repairs and renovation of buildings, and further funds of 50,000 rupees for the purchase of equipment and pedagogical tools and materials. Further, the DBM will now provide a loan at a concessional rate for the upgrading and embellishment of special education needs school infrastructure.
Meals will also be provided to all students in special education needs schools, irrespective of their age, and I'm sure that the SEDAC and other NGOs will equally appreciate the increase in their grants to a tune of 155 million rupees. Mr. Speaker, sir, we're also coming up with standardized individual education plans that has been designed to validate and has been validated by the paramedical team. We are also ensuring the continuous professional development of all staff in special education needs schools. And as a caring government, we have also seen to it that transport facilities be provided to all special education needs learners, irrespective of their age. This is a long-awaited measure and will certainly facilitate the conveyance of these learners, as well as alleviate accessibility and mobility restrictions encountered by many families. Mr. Speaker, sir, the special education needs sector has been fully supported in this budget, and this in itself is a huge step towards inclusion. Mr. Speaker, sir, the early childhood sector is extremely important, is an extremely important one. And in fact, we should really think and should really be talking about a triple dividend benefit of investing in the early childhood sector. There is a global recognition of the importance to be attached to this subsector. And we know that everybody recognizes it, including UNICEF, that investing in early childhood development is one of the most cost-efficient and powerful strategies to achieve fair and sustainable development. And accordingly, I have to thank the Honourable Minister of Finance for the funds provided. A one-off grant of 6,250,000 rupees has been earmarked to support the private pre-primary schools. New pre-primary schools are being set up at Le Monde, at Montagnery. Some 95 million rupees will also go towards the monthly per capita grant for children attending private pre-primary schools. The ECCEA equips teachers and its own personnel with innovative knowledge, deep research-oriented skills. Mr. Speaker, sir, we have been talking about holistic development of children. We have ensured that children manage to get what they need to get at school, that when we go to school, we don't look at the unidimensional person, but we want them to develop all their competencies. We want them not only à réussir dans leur vie, mais aussi à réussir la vie. I'm sorry, Mr. Speaker, sir, we haven't embarked on a major reform in education just to witness people emerging out of the system showing unidimensional features only. Mr. Speaker, sir, I will not go any further, but I would just like to answer a few more things that have been stated here. We've been talking about violence in school. Violence in school is a reflection of society. And we are taking steps at the level of schools. We have come up with programs such as la gestion des émotions. We have a new directorate which relates to health and wellness. We are taking measures to try to help students get over, to cope with stress. We have our department for counseling, and everything is being done to help our students. But, Mr. Speaker, sir, I've just stated we have increased the number of psychologists attached to the ministry, and before ending, I will fail in my duty if I do not take up the points raised by the Honourable Minister, by the Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, sir, he had, during his intervention, stated a few things that I need to reply to. Il est venu dire, Monsieur le Président, que le ministère démontre une méchanceté vis-à-vis des écoles secondaires privées et que nous ne sommes pas en train de leur donner suffisamment de ressources, nous sommes en train de les forcer vers la médiocrité et que, en resserrant leur budget, nous les poussons vers la médiocrité. Monsieur le Président, je voudrais faire ressortir une chose. Voilà ce qu'il avait à dire. La situation est grave
Il y a un manque aigu de financement. Les écoles suffoquent et sont condamnées à une mort lente. Nous parlons des écoles confessionnelles catholiques, des écoles hindoues, des écoles musulmanes et des autres collèges privés. Monsieur le Président, laissez-moi dire qu'on n'a jamais resserré le budget de qui que ce soit. Let us talk facts. Et ça fait que ça. Pour les écoles privées, l'État contribue plus de 5 milliards de roupies. Au contraire, durant l'année écoulée, nous avons eu une augmentation de la compensation qu'on donne pour l'utilisation des school premises. On a alloué plus de 100 millions de plus. On est passé de 200 000 roupies par mois à 300 000 roupies par mois pour l'utilisation des infrastructures des écoles. Nous payons tous les salaires de tout le personnel de ces écoles, non enseignants comme enseignants. Et cela tourne autour de 4 milliards 490 000 roupies. Nous donnons au collège, au-delà de ces 4 milliards, 590 millions chaque année. Le système leur envoie la somme. Ces écoles reçoivent tout l'argent voulu et c'est front-loaded, on leur donne avant. Tout ce que le ministère a demandé, c'est que ces écoles nous donnent les justifications pour les dépenses encourues et nous remettent les reçus. C'est tout ce que nous avons demandé. D'ailleurs, au cours des dernières réunions que j'ai eues avec les représentants, ils étaient d'accord que c'est important de remettre tout cela. Mais, sans aucune raison, on continue à critiquer. Nous autres, nous avons une responsabilité. Et ça m'étonne venant du leader de l'opposition qui passe son temps à nous dire que public funds have to be accounted for. Est-ce qu'il veut venir me dire là que je devrais discharge public funds de l'ordre de 5 milliards aux écoles privées sans leur demander d'être redevables? Without any accountability, Mr. Speaker, sir? This is what they are expecting from me. Ces gens-là, ça soit sur le Public Accounts Committee, isn't it? Et là, je veux parler de ces sommes, sans parler des autres choses que nous donnons aux écoles. Hein. Staff cost, 4 milliards 490 millions de roupies. Management grant, 590 millions de roupies. Performance grant, qu'on donne aussi, 20 millions de roupies. PTA matching grant, 4 millions de roupies. 5 milliards 104 millions de roupies que nous donnons chaque année et que nous venons d'augmenter après l'évaluation des établissements. Nous ne sommes pas arrêtés à cela. Ceux qui louent des bâtiments, on leur donne le montant total de l'argent qu'ils payent pour ces bâtiments. Total. Et on vient nous dire qu'on fait preuve de méchanceté. Monsieur le Président, on ne comprend pas du tout ce qu'on vient débiter ici. Laissez-moi dire, additional measures. Bon, il y a les school feeding programs. Je ne vais pas aller dans les autres détails. Mais pour le primaire aussi, hein, pour le primaire, grant-aided, 745 millions de roupies. Les allowances et le tout revient à 816 millions de roupies que l'État donne aux écoles primaires grant-aided. Monsieur le Président, c'est injuste de venir pointer du doigt le ministère ou l'État, venant dire que nous sommes en train de coincer ou de resserrer le budget, pousser ces écoles vers la médiocrité, et chacun doit prendre ses responsabilités. On doit prendre les responsabilités de nos propos. Moi, je prends les miennes ici, dans ce Parlement. Et je dirais aux leaders de l'opposition qu'il devrait vraiment réfléchir avant de venir dire des choses. Et je lui demanderai aussi, s'il est en train de me demander de prendre taxpayers' money, public funds, et de remettre ça aux écoles sans leur demander d'être redevables, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois qu'il est important que nous fassions preuve de responsabilité. Et quand on arrive dans cette auguste assemblée, il faut bien qu'on réalise qu'on a des droits, mais aussi des devoirs. Et c'est triste que durant les interventions de certains membres de l'opposition, on a pu voir some bitterness.
And very often, they come up with points, with views that we cannot really accept. Mr. Speaker, sir, I have been saying that again and again. This government, our government, is committed to investing in and empowering our people, our human capital. And no one will deny this budget is a people-centered one. Whether it is the worker, the investor, the entrepreneur, or the retired person, there is something for each and everyone. And in fact, Honourable Padachi's budget is fully in line with the philosophy enunciated in its epigraph. Mr. Speaker, sir, it's very true. The only true and sustainable prosperity is indeed shared prosperity, and this government fully subscribes to this view. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Deputy Prime Minister. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues ministres, Mesdames et Messieurs les députés, ce budget intervient à mi-mandat du présent gouvernement. C'est le troisième budget présenté par mon collègue le ministre des Finances. Et c'est, si je ne m'abuse, le troisième budget que nous présentons dans une situation de crise. Mais avant que je ne poursuive mon propos, permettez qu'une fois de plus, j'exprime ma déception quant au banc clairsemé de l'opposition. Nous aurions souhaité qu'aujourd'hui, le dernier jour des débats, que nous eûmes la présence des chefs de file du Parti travailliste, du MMM et du PMST. C'est cela aussi la démocratie parlementaire, Monsieur le Président, n'est-ce pas? De pouvoir écouter et de pouvoir être écouté. Je crois que vous auriez noté, Monsieur le Président, combien nous avons été présents pour écouter messieurs les députés Arvin Boulel, Paul Béranger et Xavier Duval lors de leurs interventions, quand bien même que les choses dites que nous avons entendues nous ont écorché les oreilles. Mais nous étions là à écouter, par respect pour la démocratie parlementaire qui exige que nous puissions parlementer. C'est bien de cela qu'il s'agit. Je suis donc triste. Je considère que c'est un manque de respect vis-à-vis de la démocratie parlementaire. Et c'est aussi un non-respect, et là je parle par rapport à tous ceux qui n'ont pas été présents durant les débats de l'autre côté de la Chambre, un non-respect eu égard au mandat de parlementaire pour lequel nous sommes tous, n'est-ce pas, rémunérés. Mais bon, la population m'entend et jugera. J'en reviens donc à ce budget, Monsieur le Président. Je disais qu'il intervient, encore une fois, dans une situation de crise. Voyez-vous, Monsieur le Président, l'histoire, elle est parfois inscrutable. Et le devenir des sociétés humaines, souvent imprévisible. Mais il importe toujours d'analyser, de mieux comprendre, pour en tirer les leçons, pour pouvoir éviter les écueils et éclairer le chemin, le sentier tortueux du progrès. Et c'est là le grand débat. Pour les parlementaires de la majorité, nous cherchons à contextualiser, à placer ce budget dans le contexte présent, mondial et national, alors que l'opposition s'évertue à le décontextualiser, à prétendre que ce budget devrait être jugé comme aurait été jugé un budget en 1985, en 1995 ou en 2005 ou en 2015. Cela n'est pas le cas. Cela n'est pas le cas parce que, aujourd'hui, à notre époque, les crises se succèdent, ou plutôt se chevauchent, comme le disait l'autre jour le secrétaire général des Nations Unies. Et ces crises-là ne sont pas
près de disparaître. Donc le prochain gouvernement, qu'il s'agisse d'un gouvernement de l'Alliance mauricien ou du Parti travailliste ou du MMM-PMST, quel qu'il soit, se retrouvera confronté aux mêmes crises. Et c'est pour ça qu'il est important de contextualiser. Aujourd'hui, je parle de crises qui se chevauchent, et j'en vois au moins 4. La crise sanitaire, celle qui se rapporte à la santé publique, la crise climatique, qui est aujourd'hui une crise à part entière, la crise militaire, qui est aussi sécuritaire et humanitaire, et finalement, l'aboutissement de toutes ces crises, la crise économique, et qui impacte sur l'alimentaire. Monsieur le Président, la crise sanitaire, elle est là. Et le plus important, c'est de se poser la question « pourquoi ?» Je me réfère aux experts que je vais citer. Ils nous disent que ce siècle a été marqué par des épidémies majeures. L'actuelle pandémie est la 6e qui frappe l'humanité depuis la grippe espagnole de 1918. La Covid n'est que la dernière pandémie en date. Ces derniers 20 ans, en 2002, on a eu l'épidémie du SARS. En 2014, l'épidémie d'Ebola. 2015-2016, l'épidémie de Zika. L'épidémie de la grippe aviaire en 2017. Ici même à Maurice, nous avons eu notre chikungunya en 2006, rappelez-vous, Monsieur le Président. Ainsi, la fréquence et la gravité de ces épidémies mondiales semblent s'accélérer. Je me réfère à l'émergence récente de ce qu'on appelle les zoonoses, découlant du contact entre animaux et humains. Grippe aviaire H5N1, grippe aviaire H7N9, VIH, Zika, virus du Nil occidental, le SARS, le MERS, Ebola, Covid-19. Pourquoi? Quels en sont les facteurs? Les experts nous disent le changement climatique, la déforestation et le changement dans la manière dont nous utilisons les terres, l'intensification, l'expansion sans cesse de l'agriculture, les modes de production, de consommation non durables. Et là, je cite les experts. Tout cela perturbe la nature, augmente les contacts entre la faune sauvage, le bétail, les agents pathogènes, les êtres humains. Et ces phénomènes sont accentués par l'urbanisation, qui va de pair avec la croissance des populations, croissance démographique, densité démographique, et la mondialisation qui va faciliter les contacts, n'est-ce pas, et la propagation des épidémies et des pandémies. Ces facteurs vont demeurer. L'histoire récente nous apprend 4 choses. D'abord, que le point de départ, c'est toujours un virus d'origine animale, peu ou pas connu. Deuxièmement, la fréquence augmente et la succession de plus en plus rapprochée. À peine la Covid maîtrisée, est-elle maîtrisée? On nous parle du monkeypox, la variole du singe. Troisième leçon, il n'existe jamais de vaccin immédiatement disponible, ni d'un traitement antiviral efficace à portée de main. Et quatrièmement, se renfermer sur soi, fermer les frontières, peut nous protéger un certain temps, mais n'est pas un garde-fou réel. L'impact, prenons la Covid, c'est 538 millions de cas à travers le monde, 6 millions de morts. La semaine dernière, 7000 personnes ont encore péri de la Covid à travers le monde. À Maurice même, si on prend tous les tests en considération, l'OMS nous dit qu'il y aurait eu plus de 200 000 cas. Tests antigènes, tests Covid, nous savons qu'il y a eu 1 millier de morts. Et environ 2,7 millions de doses de vaccins administrées. Ça, c'est la réalité de la Covid à Maurice. Certes, nous avons évité le pire au niveau mondial,
À Maurice même, nous avons connu un succès indéniable. Nous sommes aujourd'hui le premier pays africain en termes de vaccination. Plus de 93% de la population éligible, la population adulte, ayant reçu le premier vaccin. Plus de 90% doublement vaccinés. Les 3/4 de notre population ayant reçu le premier rappel. Un succès indéniable. Il faut ajouter à cela les vaccins pour les adolescents, les vaccins pédiatriques. Et c'est pour cela que je suis très peiné quand on se focalise sur mon collègue, le ministre de la Santé, pour l'accuser de tous les maux. Et ici à Maurice, Monsieur le Président, nous n'avons jamais, au pire de la crise, nous n'avons jamais manqué ni de lits d'hôpitaux, ni d'oxygène, ni de médicaments antiviraux. Et cela est reconnu par ceux qui ne peuvent pas être accusés d'être des supporters du gouvernement. Le FMI qui nous dit « The public health impact of the pandemic has been very well managed, including by a remarkable vaccination campaign, covering over 90% of the eligible population by May 22. » Et le FMI se réfère à un « large and comprehensive support measures help to cushion the social and economic impact of the pandemic ». La Banque mondiale, que vous le vouliez ou pas, monsieur le leader de l'opposition, nous dit, se réfère à « one of the largest support packages in the world as a share of GDP ». Et ici, là aussi, que n'avons-nous pas entendu de l'opposition? Quand il fallait ouvrir les frontières, l'opposition nous disait trop tôt. Quand il fallait les fermer, l'opposition disait trop tard. Restrictions sanitaires, quand il fallait les imposer, l'opposition nous disait « pas d'accord, regardez la France ». Quand il fallait les enlever, on nous disait « vous allez trop vite ». Fallait-il se faire vacciner ou pas? Je n'ai jamais entendu une seule fois un dirigeant de l'opposition s'exprimer publiquement pour dire sa solidarité et soutenir l'action du gouvernement pour la vaccination. Aujourd'hui, le port du masque ou pas, le port du masque. This is debate. Aujourd'hui. You have already spoken. Let the orator speak. Let the orator speak. Vous m'entendez, Monsieur le Président? Souffrez de m'entendre. Je ne vous ai pas interrompu. Et je... Bear with me. What is parliamentary democracy? What is rule of debate? Respect yourself what you say. Continue. Aujourd'hui, j'entends les députés de l'opposition nous dire « libérez-nous, enlevez le masque ». Pourtant, le port du masque existe encore. Aux Seychelles, il y a des circonstances prescrites où il faut toujours porter le masque. C'est vrai que les autorités vont réviser au 15 juillet les règles. Mais aujourd'hui, à l'heure du jour, le port du masque existe toujours. En Nouvelle-Zélande, il faut porter le masque dans le transport public, dans les taxis, dans les petits commerces, au supermarché, dans les shopping malls, les pharmacies, les stations d'essence, dans les facilités publiques comme les bibliothèques et les musées, au tribunal, à l'hôpital, à la police, au bureau de poste. En Australie, dans ce qu'ils appellent les high-risk settings, il faut encore porter le masque. Donc évidemment, nous allons réexaminer. Le comité de haut niveau présidé par Monsieur le Premier ministre va certainement revoir, considérer les possibles allègements. Mais ne faites pas comme si c'est une tyrannie de la majorité. Le masque est porté pour reporter les élections municipales. On ne peut nier la réalité, comme le disait tout à l'heure ma collègue, la ministre de l'Éducation. Les leçons, Monsieur le Président, c'est que Maurice doit continuer, comme les autres pays, à investir dans les infrastructures de santé publique et garantir l'accès équitable aux soins de santé. Le Conseil mondial de suivi de préparation, mis sur pied par la Banque mondiale et l'OMS, appelle à des systèmes de santé agiles et solides, tout en renforçant les filets de sécurité sociale. Et si nous avons connu le succès que nous avons connu, Monsieur le Président, à part notre expérience historique dans le combat contre les
les maladies transmissibles à Maurice, c'est qu'en termes du nombre de médecins par rapport à la population, le rapport médecin-population, nous faisons mieux que les pays à un niveau similaire de développement, comme la Malaisie et l'Afrique du Sud, et nous sommes presque au niveau de Singapour. En termes de lits d'hôpitaux par population, nous faisons mieux que Singapour, que les États-Unis, que la Grande-Bretagne. Donc c'est tout cela, c'est la solidité. Je vous parle, monsieur le leader de l'opposition, pas d'un mandat. Je parle de ce qui a été historiquement accompli à Maurice depuis 1968. L'investissement dans les services publics de santé. Aujourd'hui, comme le disait le ministre Jagat-Pal, la santé publique, c'est plus des 3/4 de la population qui en bénéficie tous les jours. Et contrairement aux dérives libérales que nous avons connues à un certain moment, il faut continuer à investir dans la santé publique. C'est ainsi que nous combattrons aujourd'hui et demain, et d'autres gouvernements après nous, les crises sanitaires auxquelles nous serons confrontés. La crise climatique, Monsieur le Président, je disais que c'était une crise à part entière, qui pourrait devenir la crise dominante de ce siècle. Et le monde, nous semblons, les gouvernements, incapables de nous accorder pour confronter cette crise. Les petits pays comme le nôtre, les pays en voie de développement, sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles aujourd'hui qui se manifestent aux 4 coins du monde. Et je n'y attarderai pas, mais on a connu tout près de nous à Madagascar la famine très récemment et les cyclones dévastateurs. Maurice est également confronté à des coûts humains et financiers élevés dus aux crues soudaines et à l'érosion de nos plages. La Banque mondiale nous dit que Maurice perd environ 110 millions de dollars par an à cause des inondations et des cyclones. Et qu'un cyclone violent peut coûter à l'économie jusqu'à 2 milliards de dollars. Que faire? Se protéger. Et c'est ce que fait le budget. Je parlais de ce qu'a fait le budget pour la santé publique et en termes d'investissement dans les infrastructures, les drains, le National Food Management Programme. Et ce que propose le budget pour favoriser la transition énergétique. Troisième crise, c'est la crise militaire, sécuritaire et humaine. Nous en sommes à 7 millions de personnes déplacées en Ukraine. Combien de morts, civils ou militaires? Combien de bâtiments publics ou résidentiels détruits? Combien d'écoles et d'hôpitaux détruits? Quel gâchis, Monsieur le Président. Et le risque sécuritaire, c'est qu'aujourd'hui, une simple étincelle suffirait à un embrasement pour que nos pires cauchemars quant à l'usage d'armes nucléaires deviennent réalité. Et Maurice, la petite île Maurice, a été très active diplomatiquement, guidée par notre attachement au principe des droits humains, au principe du droit international et du multilatéralisme, au principe de non-alignement face à la logique des blocs, de notre attachement à la paix mondiale, mais aussi, évidemment, de réalisme. Et cette crise mondiale, cette crise militaire ne connaîtra aucun vainqueur. Nous serons tous perdants. Tout cela a débouché sur une crise économique. Déjà, il y a eu la Covid. Nous savons tous qu'en 2020, 90% des pays au monde ont connu une contraction économique. Cela dépasse le nombre de pays ayant connu la récession pendant les 2 guerres mondiales ou pendant la Grande Dépression des années 30. Cela dépasse les crises de la dette des économies émergentes dans les années 80 et la crise financière mondiale de 2007-2009. Dans la première année de la pandémie, en 2020, l'économie mondiale s'est contractée d'environ 3%. Et la pauvreté, Monsieur le Président, pour la première fois en 20 ans, la pauvreté mondiale a augmenté. C'est-à-dire que tous ces progrès sur le continent africain, pour lesquels nous nous sommes battus en matière de santé publique, d'éducation, pour faire reculer la malnutrition chez les enfants, la mortalité infantile, tout cela risque aujourd'hui d'être renversé. La pauvreté augmente et le dernier rapport d'Oxfam
attire notre attention sur les inégalités croissantes à l'intérieur des pays et entre les pays. Et à cela s'ajoute la guerre et le FMI et la Banque mondiale réduisent par moitié les prévisions de croissance économique pour l'année à venir. Les projections d'inflation qui passent à 8,7% dans les économies émergentes, les prix qui ne cessent d'augmenter, le prix du pétrole, le prix du blé, et c'est tout cela qui débouche sur une crise alimentaire. Nous connaissons tous le rôle clé de la Russie et de l'Ukraine comme source de céréales, mais aussi d'huile domestique, de fertilisants, et tout cela débouche sur une poussée inflationniste avec les prix des denrées alimentaires ayant bondi de plus de 33% en une année. Et mon collègue, le ministre de l'Agriculture, a attiré notre attention l'autre jour sur le fait que près d'un tiers des superficies cultivables en Ukraine ne seront pas récoltées ou plantées. Donc cette crise alimentaire, elle va perdurer. Et aujourd'hui, c'est la faim qui guette de nombreux pays au monde et des pays à côté de nous, à Madagascar et sur le continent africain. Et l'impact sur Maurice est là. Nous ne pouvons pas, la petite île Maurice, être autosuffisants. Nous le savons, nous importons plus de 3/4 de ce que nous consommons comme aliments. Et déjà, nous ressentons de manière très forte l'augmentation dans les prix de toutes nos importations. Et donc, il y a une crise de l'approvisionnement alimentaire avec une poussée inflationniste qui affecte les catégories les plus vulnérables, mais aussi les classes moyennes. D'où le budget. Voilà le contexte du budget. Un budget, et j'en profite pour saluer immédiatement l'œuvre magistrale de mon collègue le ministre des Finances, soutenu en cela le travail du Premier ministre qui, de concert avec lui, a produit ce budget, qui est d'abord un budget de solidarité, qui est deuxièmement un budget qui pose les jalons de la relance économique, et troisièmement, c'est un coup de maître politique qui a mis KO l'opposition. Quelles étaient les priorités de ce budget? D'abord et avant tout, protéger le pouvoir d'achat. Tout un catalogue de mesures de soutien du revenu à l'intention de toutes les catégories sociales. Mon collègue, le ministre Alain Ganou, a hier tenté d'en faire la liste, je ne vais pas répéter. Mais toutes les catégories sociales, autres que les grosses fortunes, gagnent immédiatement dans son budget. Et ce n'est pas tout. Mon collègue, le ministre du Travail, nous a rappelé les mesures d'ajustement salarial et de contrôle des prix ou de subvention de prix des denrées alimentaires essentielles, ainsi que le dispositif de regressive markup et de parallel importation eu égard aux médicaments. Deuxième priorité de ce budget, c'est relancer l'économie en favorisant une forte croissance et en poursuivant les grands projets d'investissement public. Je ne vais pas répéter les chiffres, mais nous savons qu'il y a 2,6 milliards pour les travaux routiers, 1,4 milliard pour les infrastructures sociales, pour le développement communautaire, et je pourrais continuer. Il y a, nous dit le budget, 200 milliards d'investissements dans des projets traités par l'Economic Development Board. Je vais m'en tenir à mon périmètre, le tourisme. Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler que pendant 18 mois, fermeture de frontières, le tourisme a été à genoux. Pourtant, le tourisme, c'est 24% de notre PIB, directement ou indirectement. C'est 100 000 familles. C'est plus de 63 milliards de roupies de revenus avant la Covid. Le sauvetage du tourisme, c'est nous. C'est le Wage Assistance Scheme qui a bénéficié à 1656 employeurs et plus de 50 000 employés au coût de 12,4 milliards. Le Self-Employed Assistance Scheme, 360 millions. C'était notre version du « quoi qu'il en coûte ». Il fallait le faire. Imaginez un instant si nous ne l'avions pas fait. Quelle catastrophe cela aurait été pour le tourisme. Et quelle catastrophe pour l'économie et pour le pays. La réouverture s'est effectuée en octobre dernier. Et nous avons bien redécollé avec un taux
de récupération de 55% dès novembre. 2 mois de réouverture, 55% de nos touristes nous étaient revenus. Et après, il y a eu l'épisode rouge écarlate. Et après, il y a eu l'arrivée de l'Omicron et la fermeture des frontières de l'Afrique subsaharienne. Ce qui a plombé, bien évidemment, cette reprise, mais néanmoins, le taux de récupération, aujourd'hui, il en est, sur toute la période octobre à mai, à 52%. Et au mois d'avril, nous avons connu un pic de 79%. Nous avons des performances plus que satisfaisantes sur les marchés britanniques, allemands, sud-africains, avec un taux de plus de 82% sur la France. Je parle de toute la période. On peut bien ricaner, monsieur le leader de l'opposition, je sais que c'est votre style, mais moi, je ne vous ai pas interrompu et je n'ai pas ricané. La politesse et la courtoisie, ce ne peut pas être le monopole de la majorité quand même. Bien, donc en mars de cette année, You are a leader of the opposition. Do you have the floor? Please, keep quiet. Keep quiet, you continue. Non, vous ne m'aviez pas interrompu, monsieur le leader de l'opposition, mais le ricanement a pour but de déstabiliser l'orateur, toujours. Bien, je disais que nous avions, dès le mois de février, énoncé une stratégie très claire, Relaunching Tourism as One Mauritius, une stratégie à court terme, une stratégie bâtie et mise en œuvre sur la base d'un partenariat public-privé. Taux de récupération, nous avons eu deux problèmes. Excuse me. Honorable Leader of the Opposition, you have the choice. Either you sit down and listen to the speech of the Deputy Prime Minister, or if you don't want, voluntarily, you can move on. Donc, je disais que nous avions eu deux problèmes. Le premier problème, c'est l'île de la Réunion, où à cause des conditions sanitaires imposées par les autorités françaises, pas par nous. Par exemple, l'exigence d'un test au départ de la Réunion, exigence d'un test avant de retourner à la Réunion qui représente près de 10% de nos arrivées touristiques, eh bien ça n'a pas marché. Maintenant, les choses commencent à redémarrer. Nous avons fait 45% de récupération sur le mois de mai. L'autre problème a été l'Inde. L'Inde, c'est quand même 5% de notre tourisme. Pourtant, les frontières ont été rouvertes tout récemment. Donc, ces deux pays ont été le problème. C'est pour ça que, quand on me parle de diversification des marchés, moi je dis au contraire, dans un premier temps, nous sommes dans l'urgence. Il faut récupérer des marchés traditionnels, qu'ils soient européens ou pas, mais il faut récupérer les marchés traditionnels et c'est ce que nous faisons. Ah, et puis, dans un deuxième temps, on va vers les nouvelles opportunités, et je pense à nouveau à l'Inde, au Moyen-Orient. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Le nombre de nuitées du touriste moyen est passé de 10,4 avant la Covid à 11,7 aujourd'hui. Les premières indications, c'est que les dépenses par touriste ont augmenté, pré-Covid et aujourd'hui. Air Mauritius a repris son envol, et contrairement à ce que j'ai entendu, je crois que c'était hier, quelqu'un qui est venu dire Air Mauritius compte uniquement pour 24% des arrivées. Ce n'est pas vrai. Air Mauritius, c'est 40% des arrivées. Alors, les objectifs, oui, au moment de la réouverture l'année dernière, on s'est dit on va viser 650 000 touristes d'ici juin 2022. C'était sans compter avec le rouge écarlate et l'Omicron. Aujourd'hui, sur la base de nos projections, nous devrions parvenir à 550 000, j'espère un peu plus. Sur l'année calendaire, notre objectif, c'est 1 million. Nous avons démarré difficilement en janvier à cause de l'Omicron et les effets du rouge écarlate. Nous avons fait plus de 300 000 touristes jusqu'à présent. Nous sommes dans une période de basse saison, mais ensuite, il faut miser sur la fin de l'année. Et à ce stade, si tout marche bien, s'il n'y a pas d'autres crises, on peut certainement atteindre le chiffre d'1 million de touristes. Le budget nous fixe un objectif très ambitieux.
pour l'année financière, qui est de recouvrir, de récupérer le nombre de touristes avant la Covid. 1,3 à 1,4 million de touristes. C'est tout à fait faisable. Et il nous faut être ambitieux. Nous sommes obligés de nous fixer des objectifs ambitieux et avec la coopération de tous, c'est du possible. Nous allons élaborer un plan de moyen terme jusqu'à 2024 et nous préparons une vision sur 10 ans qui est la vision de l'expansion et de la diversification du tourisme, mais d'un tourisme durable, responsable et équitable. Pour ce faire, il faut réorganiser, restructurer, redynamiser la Tourism Authority et la MTPA. Nous nous y engageons. Il faut que le public puisse deliver as one, comme nous le disions dans l'énoncé de notre stratégie. Il faut aussi continuer à bâtir et à cultiver un partenariat fort avec le privé. Donc, budget de solidarité, protection du pouvoir d'achat, relance de l'économie à travers une croissance forte. Après, et je ne vais pas m'y attarder, il y a l'objectif d'accroître la sécurité alimentaire en encourageant la culture vivrière et l'élevage, une panoplie de mesures annoncées dans le budget, repris par mon collègue de l'agriculture. Quatrièmement, faire face au changement climatique en accélérant la transition énergétique dont nous a entretenu le ministre Léjean-Gard et en renforçant les fondements de la résilience à travers, par exemple, le Land Drainage Master Plan qui arrive. Et finalement, cinquième objectif, c'était de poursuivre l'investissement social dans différents secteurs, la santé publique, l'éducation, la sécurité sociale, où nous avons eu le budget le plus impressionnant que j'eusse connu de ma carrière. Mais je vous parlerai brièvement du logement social. Avant la Covid, en 2020, au tout début de la Covid, le ministre des Finances nous a annoncé le plus vaste projet de construction de logements sociaux de toute l'histoire de notre pays. Hier, nous en discutions avec le Premier ministre. Jamais un gouvernement n'a annoncé 12 000 logements, mais jamais un gouvernement n'a annoncé la moitié, 6 000 logements. C'est la première fois de notre histoire. Et cela me rappelle, 20 ans de cela, quand j'étais ministre de l'Éducation, ma collègue était à la Sécurité sociale, et nous travaillions de très près ensemble. Nous avions fait de même à l'éducation, où, sous un mandat, nous étions passés de 34 établissements publics secondaires à 70. Voilà ce que peuvent faire les militants quand ils sont réunis au gouvernement. Et aujourd'hui, les militants, ils sont là avec le Premier ministre Pravin Jugnauth. Mais tout comme en l'an 2000, cela requiert du temps. Que ne nous a pas dit l'opposition travailliste PMSD à l'époque? Et je prends un témoin, Madame la députée Ariane Navarre, qui était au gouvernement avec nous, Monsieur le ministre, l'ancien ministre Rajesh Bhagwan. On nous disait « Ah, vous construisez des collèges fantômes ». Où sont ces collèges? Parce que ça prend du temps. À Maurice, on n'a pas nationalisé les terres au lendemain de l'indépendance comme au Zimbabwe. Il faut trouver des terrains. La terre, elle n'appartient pas à l'État à Maurice. Il faut acheter, il faut en faire l'acquisition. À part la terre, une fois les terrains obtenus. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas chose facile. Hier, j'écoutais le député Adil Amir Mia. Dites-moi, dans la circonscription numéro 3, où pouvons-nous trouver des terres, Monsieur le Président? On a lancé appel, comment ça se dit, appel d'offres après appel d'offres, invitant les particuliers à nous offrir des terrains. On n'en trouve pas. La circonscription numéro 2, j'ai eu l'honneur d'avoir une réunion de travail avec les 3 députés de l'opposition, tous de la circonscription, tous de l'opposition, pour en discuter. On ne trouve pas de terrain. La circonscription numéro 18, à 4 bornes, trouvez-moi des terrains, non seulement de l'État, mais disponibles pour la construction de logements sociaux. On n'en trouve pas, c'est un réel problème. Et cela prend des mois et des mois pour trouver des terrains. C'était pareil quand il fallait construire des collèges.
après les études géotechniques, après les études hydrologiques, qui à la 11e heure vont nous révéler des problèmes que tel terrain n'est pas utilisable. Nous nous battons encore pour déterminer si les terrains à Palma sont construisibles. Cela requiert du temps. Et il y a eu l'effet de la Covid, le lockdown. À présent, nous avons, je crois, 52 ou 53 sites identifiés, quelques 500 en temps. Donc la quasi-totalité déjà acquis. Des études géotechniques en phase de finalisation. Et vous savez qu'à Maurice, il n'y a que 3 entreprises, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, qui entreprennent des études géotechniques. Donc là aussi, il y a un goulot d'étranglement. Tout cela prend du temps. Et après, ce sont les règles de l'attribution des marchés. All the criticism on slow implementation of public infrastructure projects. This is part of the price to be paid for good governance. To have transparent rules and rule-based procurement processes, which by definition require time. What is more important is to look at the achievements, et nous serons jugés sur notre bilan à la fin du mandat. Mais, Monsieur le député Outim nous disait que nous, où était-ce le député Adil Amiamia, nous vendons des rêves. Mais ce ne sont pas que des rêves. La NHDC, savez-vous, Monsieur le Président, elle a livré près de 2200 maisons depuis les dernières élections. Ce ne sont pas des rêves. 16e 000, Camp-le-Vieux-Rosil, Montaille-Longue, Calbas, Saint-Julien-d'Ottemont, Route-Bassin, Chébel-Beaubassin, Baie-du-Tombeau, Camp-de-Masque, Petite-Julie, Gros-Caillou, Dagotière, Martabat. Ce ne sont pas des rêves, c'est la réalité pour 2200 familles, Monsieur le Président, sans compter les maisons de la NSLD à venir. 2200. Et avant, la plus grande réalisation, je le dis souvent, c'était le gouvernement MSM-MMM 91 à 95. Et je n'ai de cesse de saluer la contribution de Feu Jayan Katari à cette œuvre gigantesque. Ce gouvernement-là, le gouvernement de Sanirou Jagnot, entre 91 et 95, construit près de 4000 maisons sur un mandat. Après, cela a décru. Le nombre de maisons, mandat après mandat, a diminué. Et le comble, je le répète, c'était entre 2006 et 2014, 2 mandats sur 9 ans, moins de 2500 maisons construites. Et là, on en a fait 2200 sur un demi-mandat. On pourra bien me dire, mais ne regardez pas les maisons livrées, regardez quand la construction a débuté. Mais comment objectivement se décider quand la construction débute? Est-ce au moment de voter le financement, de faire les plans d'architecte, le premier coup de pioche? Il est clair que la planification sous un mandat, la construction qui débute, débouche sur des livraisons le mandat d'après, pour tous les gouvernements. Donc le seul critère objectif, c'est le nombre de maisons livrées. Ce gouvernement bénéficie de ce qui a été fait en 2014 et 2019, c'est sûr, et ainsi de suite. Et nous avons livré 2200 maisons. Voilà la réalité des choses, une réalité incontestable, Monsieur le Président. Le travail continue. La NHTC est en pleine réforme. Pour la première fois, nous avons une banque de données qui nous dit combien de personnes sont en attente d'une maison. Le budget annonce des initiatives nouvelles pour l'amiante, pour une coordination plus efficace. On va avoir besoin du NCIF, de la participation du privé pour financer tout cela, mais il faut avancer. En 2018, nous avions 3113 maisons construites avec l'amiante en existence. Aujourd'hui, il nous reste 1810 maisons, 1675 habitées. Il faut éliminer ces maisons au plus vite et on va s'y efforcer. Le Land Research and Monitoring Unit créé par le premier gouvernement de Pravin Jugnot en juillet 2019 avance. Il y a eu la réforme des lois régissant les prescriptions en 2019. Il y a eu la création de la Land Division de la Cour suprême en juillet 2020. Et depuis
Cette année, nous avons une somme de 300 000 roupies votée pour accompagner chaque plaignant ayant déposé devant la Commission Justice et Vérité, dont le dossier a été traité, approuvé par la Land Reform Monitoring Unit. En ce moment même, il y a les déboursements au cas par cas. Il y a eu des recrutements d'avoués et d'arpenteurs. Nous avons recruté une généalogiste et bientôt nous recrutons un project manager. Les choses avancent. Il y a la réforme fondamentale du sale by levy. Il y a tant de choses, Monsieur le Président, dans ce domaine. Le temps court, je voudrais répondre à quelques questions soulevées par l'opposition concernant ce budget, si vous me le permettez, si Monsieur le Premier ministre me le permet. Il y a eu de nombreuses critiques, je m'en arrêterai à 6 à peu près, I'll switch to English if you allow, Mr. President. The fundamental criticism I've heard is that the social impact of the measures will be muted because compensation is less than inflation. And a lot of examples are given. I won't go into the details. My reaction is that this is like parents who get the school report of their child and say you should have done better. But what about the effort the child has put in? It is disingenuous to forget the huge effort that this budget has made to restore the purchasing power for the majority of our citizens. It is true that maybe more will be required in future, depending on how long the Ukraine-Russia war lasts. And be assured that this government will continue to work with the people and for the people, and will do what is necessary. But the most urgent issue right now, on which everybody agrees, is on the restoring of the purchasing power of the people, and this is what the budget does. Do you know, Mr. President, the IMF has surveyed some 134 countries to see what they're doing. 40 countries have reduced consumption taxes. 30 have frozen prices or increased price subsidies. 20 have taken revenue measures. 15 have provided specific subsidies to particular industries. Smaller numbers have cut customs duties, provided cash transfers or utility bill discounts, or given loans and guarantees. This government, in one budget, has responded to the crisis by implementing at one go most of the measures which other countries have selectively used. This budget provides immediate and long-lasting relief for the vast majority of households through 1, direct income support, 2, subsidizing basic goods, 3, cutting income taxes, 4, eliminating municipal taxes, 5, eliminating various fees, and 6, controlling margins on pharmaceuticals. What is even more remarkable is that the budget achieves all of this while pursuing investment in infrastructure and human capital, whilst tackling long-standing social problems such as asbestos removal and social housing, building more houses than any government in history. Second criticism, no relief on petrol prices. I think that instead of fighting the market to keep prices down, this government has preferred to put money directly in the pocket of the consumers. This approach is undoubtedly better because it gives the consumers a choice on how to spend. And at a time when we talk of climate change, it is better to give spending power to consumers rather than lowering petrol prices. That is my opinion, since this will also encourage a shift to reducing car journeys by using more public transport, ride-sharing, less use of car journeys for activities which are not essential. And the large investment in the metro is a complementary measure to income support, which will have positive environmental and possibly also some health impacts compared to a populist cut in petrol prices. Third point made was rupee depreciation as the cause of inflation, and on which the budget allegedly takes no action. Mr. Speaker, the rupee depreciation largely reflects the shocks to the economy due to, first of all, to COVID, and now to the impact of the Ukraine war. It should be noted that the euro, by all accounts a strong currency, has also depreciated against the US dollar.
Eurostat estimates that the euro has lost 15% of its value over the last 10 years. And as recovery led by tourism takes hold, we should expect a stabilization of the rupee, and an early end to the war will contribute to this. Fourth criticism, insufficient expenditure control measures and excessive reliance on growth-generated revenue. Mr. Speaker, history has shown that austerity is not a good way of restoring economic equilibrium. The urgency of the day is to support purchasing power and to sustain growth, unlocking growth. And this is what we will do with an ambitious tourism strategy and working with all stakeholders. Spending cuts and austerity are only called for when growth falters. And right now we prefer to focus on supporting consumers and unlocking growth. Then we've heard of lack of structural reforms, but every budget, year in and year out, we're told structural reforms. Well, of course, there is always need for structural reforms, but the budget speech cannot be expected to cover all areas of public policy, especially when there is not yet a consensus on often complex trade-offs. So, for measures that do not require massive financial support, there is time still in the course of the financial year. And finally, we are told, we are criticized for misleading information and data. I think that there is no economic forecast that can be spot on. I will simply say what is important is that general trends are not mixed, that the direction of forecast is correct, and magnitude should be seen as indicative. In the case of policy making, as I think pointed out by somebody of the opposition, indicative targets are normative, and we should aim to achieve results rather than a prophecy on where we will end up. Monsieur le Président, je vais rapidement essayer de conclure en commençant par une mise en garde. J'ai écouté avec attention, comme je le fais toujours, Monsieur le député Boulel, qui entre-temps nous a rejoints, je l'en remercie, qui nous disait « When there is erosion of confidence, how can we build a nation ?» But where does the erosion of confidence come from? Nous avons malheureusement une opposition qui, depuis 2 ans et demi, prévoit le pire, espère le pire, prie pour le pire et s'évertue à créer le pire. Le jour du discours du budget, nous participions, mes collègues, les ministres des services financiers, de l'agriculture et moi, à un débat public à la radio. Et monsieur le député Boulel s'est permis de se référer à Maurice comme un paradis fiscal. Monsieur le leader de l'opposition s'est permis publiquement de dire qu'à Maurice existait la torture généralisée. Vous le maintenez, mais moi je prends à témoin tous les députés de cette Chambre, des 2 côtés de la Chambre. Nous avons tous connu, tous les pénalistes, nous avons tous connu la brutalité policière durant toute notre carrière. Nous avons tous, de temps à autre, été confrontés par ce qui s'apparente à de la torture, que nous avons tous condamné, que nous nous sommes tous battus de par notre militantisme, notre plaidoyer, ici à la Chambre. Nous avons dénoncé. Mais de là à venir parler de torture généralisée à Maurice, de là, une dame que je ne connais pas, une certaine dame Ouchana, qui va déposer un dossier à Amnesty International à Paris, de là, un certain monsieur Laurette, qui nous dit expédier une centaine de dossiers aux Nations Unies, et après, ces mêmes personnes viennent s'étonner que sur les réseaux sociaux défilent des vidéos et des annonces et des déclarations pour faire accroire que nous sommes un pays barbare. Nous avons tous écouté avec attention le discours exceptionnel de mon collègue, M. Colin Davelou.
La torture, là où elle existe, là où elle se manifeste, doit être combattue de toutes nos forces. Et il est tout à fait faux de dire que le Premier ministre de ce pays n'a pas condamné immédiatement ce cas de torture révélé. Mais j'ai une opinion différente, Monsieur le Premier ministre, si vous permettez. Je ne pense pas qu'il n'ait pas écouté. Ils, je dis au pluriel ILS, ne veulent pas savoir parce qu'ils veulent désinformer la population. Donc, qui c'est qui milite pour le pire? Vous savez, le miracle du vivre ensemble, il est bien enraciné à Maurice. Les tentatives de créer du désordre, de faire de la violence physique, de s'attaquer aux policiers, de mettre le feu aux stations de métro, cela ne marche pas. Le peuple mauricien est très attaché à la paix sociale. Nous avons un modèle de démocratie, nous avons un modèle social qui fonctionne depuis 1968. Pourtant, la fragilité dans une société comme la nôtre, elle est là. Nous l'avons vécu en 1969, nous l'avons vécu 30 ans plus tard en 1999, et tous les gens de bonne volonté se sont mobilisés pour défendre la stabilité, l'unité de notre peuple et le modèle socio-économique qui est le nôtre. Tout le monde s'est accordé à cela, et je vais répéter ce que j'ai dit l'autre jour à monsieur le leader de l'opposition. Dans les années 60 et 70, cela a été le fait des efforts conjugués de Sassou Saga Ramgoulam et de Sir Gaëtan Duval. Imaginez-vous si après l'indépendance, Sir Gaëtan Duval s'était dit « Mais non, les élections de 67 étaient truquées. C'était faussé. C'était, quel était le terme de mon collègue le Miss Ganou, traficoté, voilà. Que se serait-il passé en 1968 au moment de l'indépendance si Sir Gaëtan Duval et le PMST avaient dit élection truquée? Mais non, Sir Gaëtan Duval a joué le jeu et durant toutes les années 70 jusqu'aux années 80, ils ont construit un modèle démocratique que tout le monde a accepté, a assumé et a respecté. Jusqu'en 1991, jamais le Parti travailliste, ni le PMST, ni le MMM n'a contesté les résultats d'une élection générale. Jamais. Non seulement ont-ils construit un modèle de démocratie, un système électoral accepté, assumé par tous, mais aussi un modèle de développement socio-économique, critiqué sur sa gauche par le MMM, mais un modèle social-démocrate, économie mixte, mais un État-providence fort, solide, jusqu'aux années 80 et après les années 80. Cela a été, d'une part, Sir Anirudh Jagnot, d'autre part, Paul Béranger, qui ont poursuivi cette œuvre essentielle à la construction d'une nation. Jamais, ni le MSM, ni le MMM n'a contesté les résultats d'une élection générale. Jamais, au grand jamais. Et le modèle de notre développement socio-économique, oui, avec des critiques ici ou là, mais un large consensus, et qui a transformé notre pays en une économie à haut revenu avant que la Covid ne nous ramène au statut d'économie à revenu moyen. Donc tout cela s'est construit de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et ce que fait l'opposition aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est de mettre en péril tout cet accomplissement de plus de 50 ans d'indépendance. Vous savez, la démocratie représentative, elle est toujours imparfaite. Elle est toujours remise en question et c'est tant mieux. Il faut qu'elle soit plus ouverte, plus participative. Cela a été mon combat des années durant. Le financement de la politique, c'est toujours un sujet important, crucial, fondamental à la démocratie. Et il faut continuer à avancer. Et nous allons continuer à avancer. Mais aujourd'hui, faire comme si les problèmes n'ont jamais existé. Tous les problèmes, aujourd'hui, c'est
c'est Pravin Jugnauth qui les a inventés, parce que c'est un gouvernement de pourris ou d'assassins. C'est ce que veut faire croire l'opposition. Et le drame, c'est que si vous arrivez à faire croire à votre hardcore que vraiment les élections sont truquées à Maurice, que le Parlement, ça ne vaut rien, que la police n'est pas digne de confiance, que le judiciaire rend de mauvais jugements systématiquement. Et vous avez entendu hier les colibés, les remarques, quand le ministre Ganou a parlé des résultats des pétitions électorales. Où allons-nous, Monsieur le Président? Et là, déjà, je vois des résultats de sondage qui démontrent que la population perd confiance dans le système électoral, perd confiance dans la police. Réalisez-vous le risque que vous prenez? Ce qu'a fait Donald Trump aux États-Unis, vous êtes en train de le faire à Maurice, par le fake news. Et demain, si d'aventure vous remportez les élections et que nous nous mettons à contester le résultat, et que nous nous mettons à critiquer le judiciaire et la police, où allons-nous, Monsieur le Président? Hier, mon collègue, le ministre Ganou, a énoncé le chapelet de cas en cours. Je crois qu'il y en avait 7 qui ont déjà été rejetés par la Cour. Pratiquement la totalité. J'ai entendu un député de l'opposition dire « défendre l'indéfendable ». Qu'est-ce qui est l'indéfendable? C'est le jugement de la Cour. Où allons-nous, Monsieur le Président? Mon inquiétude, c'est le pays que nous allons léguer à nos enfants. J'appelle encore une fois au sens de responsabilité. Vous savez, le pire, c'est qu'à différents moments, tous les partis présents à l'Assemblée ont été partenaires au gouvernement. Donc il n'y a pas de méchants et de bons. Cela n'existe pas. Quel pays allons-nous léguer à nos enfants et à nos petits-enfants si vous vous évertuez aujourd'hui à détruire le fondement démocratique de notre société, à détruire la confiance dans les institutions qui ont duré, qui ont perduré avec l'effort de tout un chacun, de Sachiousaga Ramboula Massaga et Duval, de Sir Anirudh Jugnauth à Paul Béranger, tout ce que nous avons construit sur 50 ans. Je suis inquiet, j'ai peur pour l'avenir si vous continuez dans cette voie. Donc, mesdames et messieurs de l'opposition, au-delà de vos ricanements sarcastiques, j'appelle à ce que nous retrouvions le consensus quant à la démocratie parlementaire que nous avons construit de tous nos efforts et qui nous appartient à tous. Monsieur le Président, les signes sont encourageants. Monsieur le ministre des Finances a donné les chiffres de croissance sectorielle. J'ai été très heureux d'écouter hier le ministre de l'Agriculture, puis le ministre de l'Industrie nous parler de la reprise dans leurs secteurs respectifs. Nous allons faire de même dans le tourisme. Ce budget, c'est un budget, et je conclus, pour protéger le pouvoir d'achat du plus grand nombre, un budget de solidarité avec les plus vulnérables. C'est aussi un budget de relance, un budget optimiste qui mise sur la croissance. C'est un budget qui maintient le cap de la justice sociale et du progrès social. C'est un budget qui renouvelle l'engagement du gouvernement à parler vrai et à travailler dur pour bâtir l'avenir de tous les Mauriciens et de notre pays. Permettez-moi donc de féliciter à nouveau notre collègue, le ministre des Finances, de renouveler au Premier ministre notre soutien le plus total et notre loyauté entière à l'occasion de ce budget de solidarité, de relance, un budget ouvert sur l'avenir. Avec le peuple et pour le peuple, disiez-vous, mon cher collègue, oui, avec le peuple et pour le peuple, hier, aujourd'hui et demain, très certainement. Merci, Monsieur le Président. Honourable Prime Minister.
Mr. Speaker, sir, it is with a sense of satisfaction that I take the floor to intervene on the Appropriation Bill 2022-2023. Once again, despite the unprecedented crisis hitting the world and our country due to the consequences of the COVID-19 and the Russia-Ukraine war, this government has presented a national budget that is strongly anchored in the sacrosanct philosophy of putting people first. That has been the guiding principle of the government and the MSM since 1983. Having said that, I commend the Minister of Finance, who has, despite the odds, managed to live up to the expectations of the population and other stakeholders of our socio-economic landscape. I also seize this opportunity to congratulate the Minister of Finance, who has been declared as winner of the African Finance Minister of the Year. By the African Leadership Organization. Mr. Speaker, sir, the comments following the presentation of the 2022-2023 budget speak volumes of the positive response to the measures that have been announced. Permettez-moi, Monsieur le Président, de mentionner quelques réactions de nos partenaires sociaux. Satyadev Tanga de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs. Je cite, « Un budget qui réconforte la grande majorité, des mesures fortes louables pour rétablir le pouvoir d'achat. » Mossadegh Sahebdin, porte-parole de la Consumer Advocacy Platform. Je cite, « Les mesures budgétaires contribueront certainement à améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs. » Business Mauritius. Le budget a un fort axe social ainsi que plusieurs mesures préconisées pour la communauté des affaires. Des mesures positives en faveur de la sécurité alimentaire et de l'énergie renouvelable. Plus de jeunes et de femmes seront encouragés à rejoindre le marché du travail. Mauritius Chamber of Commerce and Industry. Plusieurs recommandations clés de la MCCI ont été retenues et nous accueillons favorablement les mesures pour les plus vulnérables. L'Association of Mauritian Manufacturers, les mesures pour la transition énergétique permettront aux industries de produire leurs électricités. Le Regional Feeder Vessel permettra d'étendre la production de l'industrie locale à la région d'Afrique. L'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice. Nous partageons l'optimisme du ministre des Finances par rapport à l'objectif de 1,4 million de touristes. Nous accueillons positivement l'annonce d'un plan d'action sur 10 ans. La Chambre d'agriculture de Maurice. On prend note des mesures en faveur de la sécurité alimentaire, de la production locale, de même que les mesures pour contenir le coût du fret et les subventions pour acheter des fertilisants. En ce qui concerne le sucre, on note les mesures qui permettront l'investissement dans les terres abandonnées. La Building and Civil Engineering Contractors Association. La mesure de réintroduction du Margin of Preferences pour les entreprises locales apporte une bouffée d'oxygène. L'Outsourcing and Telecommunications Association of Mauritius. Il est intéressant de noter la mise sur pied d'une Digital Industries Academy pour la formation des jeunes. Mauritius Export Association. C'est un budget positif, aligné à nos attentes et nos stratégies. Nous notons certaines mesures particulières, dont la transition énergétique,
car nos clients demandent que notre industrie soit durable à terme. Le Regional Feeder Vessel permettra de mettre en place une industrie textile sophistiquée et forte pour l'exportation de la région. Mauritius Bankers Association. On accueille les mesures d'intégration du global business et du marché domestique, de même que les mesures pour combattre les crimes financiers et la stratégie de digitalisation du service public qui aidera à faciliter l'adoption du paiement digital. Insurers Association of Mauritius. Les mesures de réforme de la pension représentent une continuité importante. Clearly, Mr. Speaker, sir, the budget has been widely acclaimed, unlike what the opposition wants to make believe. The people of this country, in their vast majority, have at least acknowledged the efforts put in by my government to continue supporting them in these difficult times and build present and future resilience. What matters most for us in government is the genuine feeling and appreciation of the people that no demagogy or false propaganda can alter. Mr. Speaker, sir, government was faced with three major challenges while preparing this budget. First, protecting the purchasing power of the population. Second, catalyzing the economic recovery. And third, addressing food and energy security imperatives that have become most pertinent, with lessons learned from the vulnerabilities we are facing with soaring food commodity and fuel prices triggered by the COVID-19 pandemic, the Ukrainian war, and of course also climate change. The Minister of Finance has addressed all three issues in a comprehensive and caring manner. Not a single category of people or sector has been left unattended in the budget. Mr. Speaker, sir, in government since 2014, we have consistently given attention to the purchasing power of the population. I need to recall that between December 2014 and end June 2020, we had put additional revenue of nearly 115 billion rupees in the pockets of households. Thus increasing the purchasing power in an unprecedented manner. We have systematically paid salary compensation above the rate of inflation. On top of that, since COVID-19 struck our republic, we have provided more than 27 billion rupees to save lives and safeguard livelihoods. When food commodity prices escalated following the Russia-Ukraine war, this government provided an additional 1.5 billion rupees as subsidies to maintain the prices of most consumed items at affordable levels. And with this budget, an additional 12 billion rupees is earmarked to support the population, especially those at the lower rungs of the social ladder and the middle class. Mr. Speaker, sir, in every budget I had presented as Minister of Finance, all budgets presented under my leadership, there is one common thread, and that is our constant quest to come up with measures and initiatives that aim at improving the quality of life and advancement of our fellow citizens and the country. When I introduced the subsistence allowance,
the negative income tax and the minimum wage, I was guided by our socialist vision to promote an inclusive society where our most vulnerable brothers and sisters get the consideration they deserve. That same consideration was central to our decision to increase the basic retirement pension to 5,000 rupees in 2014, 9,000 rupees in 2019, and 10,000 rupees as from 1st of July 2018. And with this budget, the Minister of Finance has come up with yet other measures that again go in line with our belief that our people must remain our priority both in good and hard times. Mr. Speaker, sir, many were those in the opposition who criticized the setting up of the contribution sociale généralisée. But today, with the measures announced to support the purchasing power of the population that will be funded from the CSG, the nation can see that my government acted responsibly and with foresight. The CSG has made it possible in these particularly hard times to provide to some 350,000 workers and employees a monthly allowance of 1,000 rupees. The CSG has also made it possible to provide an additional 1,000 rupees to 169,000 senior citizens aged 65 or above, in addition to the 10,000 rupees they will be getting in terms of basic retirement pension. These measures testify once again that we shall never forget our senior citizens who have contributed immensely to make Mauritius what it is today. Mr. Speaker, sir, the pensioners have seen their pension increase by some 45% between December 2019 and December 2021, while the inflation rate during that same period was around 6.5%. This represents an improvement of some 38.5% in the real purchasing power of the pensioners. And this year, by adding another 1,000 rupees to the pension for those between 60 and 65, we are in fact increasing their pension by a total of 61% since December 2019. For those aged between 65 and 89 years, the additional 2,000 rupees will represent an increase of 77% in their pensions since December 2019. So it is clear that our consideration for the elderly is not simply a question of catching up with inflation rate, but giving them the means for raising their standard of living and the quality of life. Mr. Speaker, sir, I mentioned earlier the introduction of the minimum wage. The House would know very well that some workers were earning as low as 1,500 rupees per month during the Labour PMSD government. That you have to acknowledge. Why don't you say that? And today the same workers are earning at least 11,075 rupees per month. And due to the measures in the budget, they will now earn an extra 1,000 rupees. So taken together, this represents a substantial increase in income of these workers from the time the minimum wage was introduced. By so doing,
we have corrected a major injustice in our society. And on top of all this, Mr. Speaker, sir, this budget is increasing the take-home pay for thousands of taxpayers by lowering income tax from 15% to 12.5% for those earning more than 53,846 rupees and up to 75,000 rupees monthly, and to 10% for those earning between 25,000 rupees and 53,846 rupees monthly. In recent years, we have made significant progress in lifting up the standard of living and quality of life for families with modest incomes. The social progress we have been experiencing as a nation cannot be denied. In fact, in 2020, Mauritius, for the very first time, joined the League of Countries with a very high Human Development Index, as measured by the UNDP. Not as measured by MSM, by our government, or by any of our partisan, as the opposition used to say, by the UNDP. What this index says, Mr. Speaker, sir, is that the wealth that we have been creating as a nation has not only increased our per capita income, but has also generated genuine social progress. And had it not been for the COVID-19 pandemic, Mauritius would have still remained a high-income economy. And that also for the first time we have reached that level. Mr. Speaker, sir, the constant care and support we have been giving to the population since 2014, especially to those in the lower income brackets, prove the leader of the opposition wrong when he says, trop peu, trop tard. In fact, when he was busy to concoct an alliance within the opposition and trying, of course, as usual, to play some cheap politics on every unfortunate happening beyond the control of government, we have been addressing the challenges faced by our people and our economy. While they fleeced the population to the bones during the 2005-2009 period with numerous taxes, I won't go into them, they have been mentioned by different orators on government side, when there was no situation similar to COVID-19, no situation similar to the impact that we are facing with Russia-Ukraine war, we in this government managed to come up with measures to alleviate the burden of the people while gearing up our economy for a rebound. The leader of the opposition and some other members on the other side stated that the 1,000 rupees being given to pensioners and workers will quickly disappear with inflation. But what they refrain from saying is that any rise of inflation will also be compensated adequately after tripartite discussions at the end of the year. This has been the practice under this government. And unlike the Labour PMSD government of 2005-2009, that created, this is also history, Mr. Speaker, sir. They created the National Pay Council to rob workers of their dues in terms of salary compensation. We in government have been compensating workers more than the inflation rate every year since 2014. This year itself, as from January, a salary compensation of 500 rupees, representing 5% increase
is being paid to those earning up to 13,000 rupees per month. While the rate of inflation for 2021 was 4%. Those earning above 13,000 rupees have benefited from a salary compensation of 400 rupees. We did that despite the difficult situation we are faced with. And then, Mr. Speaker, sir, what pains me when I heard some members saying that the rate of inflation that has been calculated and that is published regularly by statistics is not reflective of the situation. It pains me a lot, because how demagogical can you be when each one of them, their party, I mean, not the members, they have been in government previously. They have had the same institution, the same method of calculating inflation, the same figures that have been regularly, annually published and relied upon, not only by international institutions, by their different governments. Now, today, they have the cheek to say and to question the rate that is regularly published, and by independent institutions. It's a real shame. And as a caring government, we have maintained the welfare state, free travel for our seniors and students, the payment of the end-of-year bonus, and we paid the 2021 PRB in toto. It is good to highlight that in this budget, sums allocated to social security, education and health have reached 46.4 billion rupees, 18 billion and 14.6 billion rupees respectively. Monsieur le Président, les membres de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire nagent en pleine contradiction. Alors qu'ils prétendent que le pays se trouve dans une situation de banqueroute, ils disent en même temps que le gouvernement dispose de suffisamment de ressources financières pour donner plus. Which is which, I don't know. Parce que si on est en état de banqueroute, on ne peut plus donner. Au contraire, il faut diminuer les dépenses. Mais la démagogie saute aux yeux. Et le peuple, j'en suis sûr, c'est apprécié que ce gouvernement fait le maximum dans le contexte très difficile. De plus, quand le leader de l'opposition dit lui-même que la crise internationale, et je cite, il a dit « la crise internationale ne fait que commencer ». Il doit savoir qu'un gouvernement responsable, donc, a le devoir d'utiliser judicieusement les ressources financières à sa disposition pour faire face à d'autres urgences qui peuvent surgir. Mais il faut que nos compatriotes, surtout les vrais patriotes, comprennent le vrai agenda de l'opposition et les autres différents groupuscules extra-parlementaires aussi. Ils n'ont toujours pas digéré la défaite aux dernières élections générales, et j'en passe. Ça a été largement commenté par plusieurs orateurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est déstabiliser le gouvernement par tous les moyens. Je dis bien, et je ne pèse pas mes mots, par tous les moyens, en ayant même recours à des actions sectaires. D'ailleurs, le leader de l'opposition confirme cet agenda diabolique quand il dit, et je cite, «
l'opposition dans son ensemble ne va pas hésiter à descendre dans la rue. Hein? Mais, Monsieur le Président, après avoir essayé, c'est pourquoi je préfère ne pas commenter longuement. Et bien sûr que je souscris entièrement aux commentaires qui ont été faits par l'honorable Colin Davelou, par le député Prime Minister et d'autres sur les pétitions électorales qui ont été entrées par toute l'opposition. Et jusqu'à présent, ils ont, comment on dit, fait. Mais fait, Monsieur le Président. On peut faillir. Moi, je sais à l'époque, quand parfois, si c'est 50 points le passe-marque, on peut arriver à 49, on peut arriver à 48, mais on fait avec honneur. Mais quand on fait avec -0, ils ont été bottés par la Cour suprême. Maintenant, et ce qui est triste encore une fois pour le pays, quand on est botté, quand on a eu ces revers par la Cour suprême, non seulement maintenant ils s'attaquent à la commission électorale, à l'Electoral Supervisory Commission. L'honorable Boulel a demandé la démission de ces deux présidents de ces deux institutions. Oui, il approuve encore plus. Même aujourd'hui, il demande ses démissions. Mais ils ont le culot de s'attaquer à la Cour suprême. Hein? Dans ma carrière politique, Monsieur le Président, vous allez voir, parfois j'ai eu des revers en cour, mais des revers en cour inférieure. Puis j'ai gagné. Et j'ai gagné des affaires par la plus haute cour, le Privy Council. Mais jamais, même que j'ai eu un revers en cour suprême, en cour intermédiaire, c'était la cour intermédiaire, j'ai jamais pointé du doigt les magistrats, le jugement ou le judiciaire. Jamais. Même que je peux ne pas être d'accord avec certaines décisions, je ne vais pas mentionner ces institutions, mais allons dire certaines institutions indépendantes. Je peux ne pas être d'accord, mais jamais je leur ai pointé du doigt, les critiquer. Mais, comme l'a si bien dit, l'a si bien décrit mon collègue, le député Prime Minister, à quel niveau est tombée toute l'opposition aujourd'hui? C'est terrible. Mais, Monsieur le Président, il faut faire attention parce que la rue, Monsieur le Président, appartient aussi à ces milliers d'hommes et de femmes qui continuent à faire confiance à mon gouvernement. Hein? Je demande à l'opposition de prendre garde car cette masse silencieuse ne permettra pas à ce que le pays bascule dans l'anarchie. Certaines doivent réaliser qu'il serait maladroit d'interpréter la tolérance de la majorité de notre population comme une faiblesse. Monsieur le Président, concernant les allégations de brutalité ou torture policière, j'ai répondu au leader de l'opposition lors de la PNQ de mercredi dernier et il y a certains comme l'honorable Boulel qui peut-être ne vit pas à Maurice ou bien s'il vit à Maurice, il n'écoute pas. Certainement, peut-être, il n'écoute pas il ne regarde pas les informations, qu'est-ce qui se passe à Maurice. J'espère, enfin, je le comprends s'il ne suit pas mes discours. Ça se comprend. Mais seulement, renseignez-vous au moins avant de venir débiter n'importe quoi dans cette chambre. Vous dites que je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bon, je ne vais pas vous rappeler tout de suite après
lors d'une intervention que j'ai faite publiquement, j'ai condamné. Bien sûr, j'ai dit que j'étais choqué de voir de telles vidéos et que j'ai condamné. Et après, il y avait le Passing Out Parade. C'était l'occasion, au contraire, une occasion vraiment exceptionnelle pour moi de passer un message et de dire ce que j'avais à dire à ceux qui vont joindre qui ont été recrutés par la force policière. Donc, Monsieur le Président, laissez-moi réitérer l'engagement de mon gouvernement qu'aucun acte de torture ou atteinte aux droits humains ne sera toléré. Les brebis galeuses qui entachent l'image de la police seront certainement mises à leur place. En même temps, je réitère ma confiance dans la force policière qui a un travail colossal pour maintenir l'ordre et la paix dans le pays. Monsieur le Président, cela étant dit, je ne m'attendrai pas sur les arguments futiles d'une opposition foncièrement malhonnête. Je vais consacrer la suite de mon intervention aux effets escomptés des mesures concrètes contenues dans le budget et ayant trait à l'économie. Aussi, je vais élaborer sur les actions et initiatives des départements et organisations se trouvant sous ma responsabilité. Mr. Speaker, sir, in 2020, our country experienced its worst economic contraction in recent history. However, thanks to the policies and measures that we have taken, we have seen early shoots of economic recovery in 2021 itself, in spite of the fact that the COVID-19 pandemic was still around and even caused a second lockdown. Since February this year, the combined effect of the war and the continuing pandemic has heightened the need for our country to reduce its dependence on the outside world. The surging inflation that we are experiencing is an example of the kind of impact that such external shocks can have on our economy and society. Moreover, we also have to deal with another external shock, which is the impact of climate change. All these challenges we are facing today justify fully the strategy of ushering in a new era of import substitution. I am satisfied that the budget presented this year puts us solidly on the path to move towards greater self-sufficiency in food and energy. It is, in fact, the commitment and determination of this government to implement measures, policies, and projects that will deliver on the goals of self-sufficiency in these two areas before 2030. Mr. Speaker, sir, the measures announced will go a long way towards achieving our goals. I must add here that the success of our import substitution strategy will completely transform the architecture of our economy. It is not only about the serenity that it will bring about in terms of reduced dependence on the outside world for our basic necessities, but also about the associated economic benefits that the strategy will bring. The renewable energy industry, the domestic food sector clearly offer multiple substantial benefits to the economy and society, including, amongst others, reduced dependence on import, less exposure to international price shocks, and therefore lower risks of imported inflation. In the case of energy, a shift from fossil fuel to green energy in line with the Green Mauritius vision, the potential for creating waste-to-energy systems, thereby significantly improving efficiency in solid waste management. Further diversification of the economy into higher value-added activities, positive impact on the country's foreign currency reserves, an important lifeline to the declining sugar industry through the use of biomass from the sugar factories
and alternative use of land for food production, a means to foster the reindustrialization process and boost up the manufacturing sector, and a boost to investment, in particular private investment, and the creation of higher earning employment opportunities, amongst others. Mr. Speaker, sir, in an extraordinarily challenging moment for people and businesses, the budget is expected to deliver substantial job creation, economic activity, and a transformative recovery that embraces digitalization, the green transition, and food security. It will also propel recovery, reignite development in each region, improve our product and service offering, drive investment while continuing development of our most valuable asset, that is our people. It will also provide the strength, resilience, and agility to our companies, SMEs, and businesses to respond to a changing global environment. It will create opportunities for sustainable growth, facilitate the regional value chain integration, and bring in more innovation and create employment opportunities. And I need here to mention the introduction of the Prime à l'Emploi, a novel mechanism to encourage the recruitment of young people aged between 18 and 35 and women aged up to 50 years. Mr. Speaker, sir, the budget gives us the confidence that the import substitution strategy, the recovery of the tourism sector, and accelerating growth in emerging sectors will put the economy on a higher long-term growth path. I am also confident that the young people of this country and new entrepreneurs will take up the challenge of innovation, which is the key to shaping the future Mauritius. A Mauritius where the economy and society will be driven by latest technologies such as artificial intelligence, Internet of Things, FinTech, and blockchain. We are also pursuing investment in infrastructure to modernize our socio-economic setup and respond to the expectations of every stakeholder. Mr. Speaker, sir, with regard to government's management of the COVID-19 crisis, it is an undeniable fact that both the World Health Organization and the World Bank have commended our response to contain the spread of the virus in our republic and protect lives and livelihoods. Indeed, my government has spared no effort in combating the pandemic since the detection of the first cases in Mauritius on 18th of March 2020. The High-Level Committee on COVID-19, which was instituted on 31st January 2020, met almost on a daily basis and has so far held over 375 meetings under my chair. The committee has been effective in managing the pandemic in Mauritius, as evidenced by the drastic decrease in the number of cases. The committee is still closely monitoring the situation in the wake of new subvariants. The committee is also monitoring the situation of monkeypox across the world and is ensuring that precautionary measures are taken at ports of entry to safeguard the population against that disease, and adequate test kits and medication are available. Mr. Speaker, sir, the Mauritius Police Force has embarked on a series of reforms for improving the quality of its services, and in this endeavor, a police strategic plan 2022-2025 has been worked out, which hinges on key concepts of service delivery, community safety, partnership, crime prevention and reduction, disaster preparedness and response,
territorial, physical, and cyber security, and enhance professionalism in this increasingly digital world. My government is doing whatever it takes to equip the police force to better fulfill its mandate. And during the financial year 2021-2022, 885 police officers have been recruited and 1,165 have been promoted. Moreover, the Mauritius Police Force has embarked on a number of projects, namely the construction of the Mauritius Discipline Forces Academy, acquisition of a passenger variant Dornier aircraft, acquisition of an advanced light helicopter make Groove, implementation of a new coastal surveillance radar system, the acquisition of additional speedboats and light armored personnel carriers, construction of a new National Coast Guard Command Center, and installation of additional safe city cameras. Mr. Speaker, sir, since its coming into operation in 2019, the Safe City project has been of considerable assistance to the Mauritius Police Force. The number of cases being elucidated with the help of these devices proves the efficacy of the equipment in combating crime. In order to respond to emerging needs of the police and ensure that our law enforcement agencies are adequately staffed and trained, a plot of land of 28.5 acres at Côte d'Or has been earmarked for the construction of the Mauritius Discipline Forces Academy. This academy will provide a common training platform for the whole discipline forces, and the construction of the academy is expected to start in March 2023 to be completed by March 2025. Mr. Speaker, sir, the Maritime Air Squadron provides critical emergency services to the islands of Agaliga and Rodrigues. The squadron was equipped with 2 Dornier aircrafts to undertake the multifarious roles assigned to it, including surveillance, search, and rescue. However, due to their load limitation and to meet new exigencies, a new passenger variant Dornier has been purchased in April 2022 from Hindustan Aeronautical Limited. This aircraft has many advantages, whereby the cabin can be used for ferrying of voluminous loads and more passengers. The police helicopter squadron, on its part, is being strengthened with the acquisition of a Groove helicopter, which has the capability to fly at night. The delivery is expected by the end of 2023. Mr. Speaker, sir, the existing coastal surveillance radar system dates back to 2011. Hence, a new system is being implemented with the assistance of Government of Japan and will comprise new radars, automatic identification system, and other associated equipment of latest technology. Mr. Speaker, sir, to reinforce our surveillance and maritime operations, new high-speed patrol boats are also being acquired from Japan, with delivery expected in December 2022 and May 2023. Mr. Speaker, sir, the public is aware of the crusade of my government against drug trafficking and drug dealers. For the year 2021 only, the ADSU has seized 4.7 billion rupees worth of dangerous drugs, including synthetic drugs, with the collaboration of the Mauritius Revenue Authority. Mr. Speaker, sir, following the report of the Commission of Inquiry on Drug Trafficking, my government took the pledge to implement the recommendations contained therein. And this is what we are doing.
Out of the 390 recommendations made, we have already implemented 66% of them as at March 2022. This is testimony of our commitment to fight this scourge. Mr. Speaker, sir, it is expected that the implementation of most of the recommendations in the report would be completed by the end of year 2023. And let me say also this, because sometimes, people, comme on dit, ils n'ont pas, peut-être, ils ont trop de toupet pour venir nous accuser, comme quoi nous ne faisons rien contre le problème de la drogue. But let me only say one thing. Why is it that when systematically the opposition from 2005 to 2014, and when I say the opposition, both the MSM, the MMM at that time, were asking the then Labour PMSD government to set up a commission of inquiry on drug trafficking, that the then Prime Minister systematically refused to set up a commission of inquiry. Why is it? The only irresistible conclusion that I can come to is because they were trying to protect and tolerate those mafias and those traffickers. And that is why. Yes, but why? Why is it? You have to tell the people 2005, 2014, we knew what was the situation with regard to drugs in this country. On était en train de vendre comme des petits pâtés. And then there was no reason, there was no justification to set up a commission of inquiry, at least. Whom did you want to protect? That is the question. Please, you don't have the right to do that. If you want, I can make certain revelations in this parliament. Huh? If you want to know about what happened prior to the Kisna case, you want to know? Continue. Let me continue. We'll keep that for some other time. I probably another PNQ that comes on drug, then you will see. Yeah. Yes, most welcome. Anytime. Anytime. No conversation. Please allow the Prime Minister to continue with his speech. Temple of democracy. So, Mr. Speaker, sir, as I say, of course, we have looked at the recommendations, all the recommendations that have been made by former Justice Lam Shanglin. And as I say, most of them, in fact, most of them will be implemented. Of course, there are some of those recommendations which we consider not really feasible. And I have answered, and one of them which I answered during the PNQ of the Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, sir, as chairperson of the High-Level Drugs and HIV Council, I am personally investing in the fight against drug abuse and drug trafficking. The anti-drug message is being taken to the schools, training institutions, and the community to protect our youngsters and teens. This budget is therefore making provision for the setting up of community welfare task forces in several localities in order to enhance drug prevention in the community. In this context, the National Drug Secretariat is collaborating with the Citizen Support Unit in its communication campaigns to sensitize the citizens about the drug scourge. We are also adopting a more humane approach to drug offenders with the setting up of a drug offenders administrative panel with a view to diverting people who use drugs from the criminal justice system
to rehabilitation and treatment. Furthermore, in our resolve to combat illegal activities in the country, under Section 4 of the United Nations Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban Sanctions Act, a National Sanctions Committee has been set up to implement targeted sanctions with a view to addressing threats of terrorism, terrorism financing, and proliferation of weapons of mass destruction. Mr. Speaker, sir, in the same vein, a state-of-the-art forensic science laboratory complex will be constructed with the assistance of the Government of India, including the acquisition of high-tech laboratory equipment to improve turnaround time and precision for analysis. Providing forensic services according to international norms and standards is key for the proper administration of justice. As such, I welcome the budgetary provision made for the construction of a building and acquisition of equipment to enable the Forensic Science Laboratory to upgrade its forensic services. Mr. Speaker, sir, the Mauritius Prison Service is a key player in our criminal justice system. To that effect, Government remains firmly committed towards capacity building of the Prisons Department through transformation, acquisition of modern equipment, and training. Furthermore, 35 portable cell phone jammers have been acquired for the different prisons to block illegal communication through mobile phones by detainees. Security level of each prison is being reinforced, and the Beaubassin Central Prison has been equipped with a full-body security scanner used to detect prohibited articles, including drugs, metal, and non-metal objects concealed inside body cavity of detainees. In view of the success of this equipment, an amount of 18 million rupees is being allocated for the installation of 2 body scanners at the Eastern High Security Prison and the Grand River Northwest Remand Prison. Detainees have the potential for change, and in this respect, the Mauritius Prison Service has signed memoranda of understanding with several organizations, including the Ministry of Agro-Industry and Food Security and the Mauritius Institute of Training and Development, with a view to enable detainees to acquire skills that they can use once they are released. Accordingly, an additional 17 acres of land has been vested in the Prisons Department at the Eastern High Security Prison to allow vegetable production by trained detainees. Mr. Speaker, sir, with the proclamation of the Children's Act in January 2022, Government is more than ever committed to act in the best interests of children, to provide a better environment for children with behavioral concerns. Government will accommodate them in new child-friendly buildings. An initial amount of 2 million rupees is being allocated for the upgrading of probation institutions. Moreover, a sum of 6 million rupees is being allocated to help the children in receiving the best care and support so that they become law-abiding citizens. Furthermore, to facilitate the rehabilitation process and create a sense of community living among inmates of the Rehabilitation Youth Center, a small home project is being implemented at the RYC Girls at an estimated cost of 16.4 million rupees. Mr. Speaker, sir, this government is determined to keep abreast of technological advancements in all fields in line with international trends. In this perspective, we are envisaging to shift from the current format
of Mauritius passports to move to the next generation of electronic passports, that is, e-passports, and provision has been made in the budget accordingly. The new passport will enhance security, integrity, privacy, and authenticity of data and personal information, and will enable a smooth flow of passengers at the immigration zone with less time for clearance. Mr. Speaker, sir, additionally, we are also working on the revamping of the Mauritius National Identity Card system. There have been lots of comments on this project, and today let me seize this opportunity to provide some clarifications. The Mauritius National Identity Card scheme was implemented in Mauritius in 2013, when the then government shifted from the plastic laminated card to a smart card with chip in line with international standards. The project was implemented under a government-to-government agreement between the Republic of Mauritius and the Republic of Singapore at a cost of approximately 1.1 billion rupees. I don't need to make any comment on that. I think we can recall under what circumstances, in what way, how this was done. But anyway, we keep it for some other time. The project required the conversion of all laminated ID cards to smart cards. The Mauritius National Identity Card system will reach 10 years next year. And like every IT system, the hardware and software will soon be obsolete. And support services and spare parts will no longer be available due to evolution in technology. It is for these reasons that we have earmarked funds for the revamping of the Mauritius National Identity Card system. We propose to come up with a state-of-the-art technology with enhanced features and which may be used to provide a wider spectrum of customized e-services to the Mauritian citizens. Mr. Speaker, sir, the port and aviation sectors will continue to play a vital role in the economic development of the country, as they are the only gateways for the import and export of goods and transportation and handling of passengers, including tourists. In order to enhance port efficiency and security, the MPA has already embarked on the implementation of a number of projects, such as adoption of new technologies and the use of renewable energy sources, installation of CCTV cameras and access control system, procurement of oil spill combat equipment, chartering of 1 additional tug, and procurement of 4 small tugs. Other projects in the pipeline include the implementation of a lighter version of the maritime single window to cater for vessel clearance at Port Louis Harbour, costing around 15 million rupees, and the review of the port master plan, especially taking into consideration the impact of the pandemic and the resulting economic downturn which has disrupted the global logistic chain. Mr. Speaker, sir, we are also expecting the cruise tourism sector to regain some momentum, with some 10 cruise vessels projected to call at Port Louis Harbour in year 2022-2023, especially with the commissioning of the new cruise terminal building at Les Salines by end of this year. The aviation sector has also been strongly impacted by the COVID-19 pandemic, but with the gradual recovery of international travel and tourism, it is now being called upon to sustain economic growth. Development of the tourism sector will hinge largely on the adaptability of the aviation industry to generate the necessary seat capacity in the short, medium, and long terms through a well-planned strategy involving Air Mauritius, the national carrier, as well as other airlines. Mauritius is opening its skies gradually
with the diverse number of airlines serving Mauritius from key tourist sources. Our strategy is to attract as many airlines under the different bilateral air services agreements and memoranda of understanding which Mauritius has signed with some 65 countries. Mr. Speaker, sir, in this national budget exercise, we cannot forget our brothers and sisters of the Chagos Archipelago. The advisory opinion of the International Court of Justice of 25th February 2019, the United Nations General Assembly Resolution 73/295 of 22nd of May 2019, and the judgment of the Special Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea of 28th January 2021 have made it clear that the Chagos Archipelago forms an integral part of the territory of Mauritius. The resolution, which was adopted by the Universal Postal Union in August last, to formally acknowledge that the Chagos Archipelago forms part of the territory of Mauritius and to stop recognizing stamps purportedly issued by the so-called British Indian Ocean Territory, has further reinforced our recognized sovereignty over that part of our territory. However, the United Kingdom continues to illegally occupy the Chagos Archipelago in total disregard of the rulings of the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea and the United Nations General Assembly resolution. Last February, government organized a historic visit to the Chagos Archipelago in the context of their scientific survey of Blenheim Reef. The visit, which was highly successful, allowed us to collect crucial data for the maritime delimitation case, which Mauritius has brought against Maldives under the United Nations Convention on the Law of the Sea. Apart from enabling Mauritius to assert its sovereignty over the Chagos Archipelago, the visit provided the opportunity for some of our citizens of Chagosian origin to return to their birthplace from which they were forcibly removed by the United Kingdom. The visit also received a significant coverage at the international level. As I have already informed the House, government intends to organize other visits to the Chagos Archipelago. We will relentlessly pursue our struggle to complete our decolonization process and to enable Mauritius to fully and effectively exercise its sovereignty over the Chagos Archipelago. Government also remains committed to implementing a program for resettlement in the Chagos Archipelago. Mr. Speaker, sir, at this juncture, I will fail in my duty if I do not pay homage to late Sir Anirudh Jagannath for his relentless fight and determination for the return of the Chagos Archipelago to Mauritius. Mr. Speaker, sir, the development of Rodrigues has always been high on the agenda of this government, as evidenced by the number of development projects being implemented in collaboration with the Rodrigues Regional Assembly with a view to modernizing the island and improving the standard of living of our Rodriguan brothers and sisters. In order to ensure that all the appropriate conditions prevail for the sustainable socio-economic development of the island, there is indeed an urgent need to review and update the 10-year Sustainable and Integrated Development Plan for Rodrigues report of 2009 in the light of the changing environment of the island. Following a request from the Rodrigues Regional Assembly, the Ministry of Finance, Economic Planning and Development has sought the assistance of the European Union to access the Technical Cooperation Facility
for the mobilization of the required expertise to revamp the development plan for Rodrigues. The contract for consultancy services for this project would require the updating of the tourism development plan for Rodrigues, which in fact dates back to 2001, and updating the 2010 Rodrigues Physical Development Strategy and Land Use Plan. The exercise would be completed by the first quarter of 2023. Mr. Speaker, sir, in order to address the long-standing water shortage in Rodrigues, and as announced in the budget speech, an amount of 1 billion rupees will be invested in desalination plants by the Mauritius Investment Corporation. Additionally, an amount of 36.3 million rupees has been provided in the budget of the Rodrigues Regional Assembly for the construction and upgrading of reservoirs, dams, and boreholes. As part of the transformational development of the island, a new runway at Plenkorai Airport will be constructed, and provision has been made in the budget for an amount of around 4 billion rupees for the project over the next 3 years. Mr. Speaker, sir, additionally, a technopark is being constructed at Baladiru to promote entrepreneurship and employment in the field of ICT. An amount of 125 million rupees is being provided for the completion of this project in early 2023. Moreover, to further boost up economic development in the island, it is also imperative to address the issue of the cost of freight between Mauritius and Rodrigues. In this respect, the 20% rebate on the cost of freight between Mauritius and Rodrigues announced last year is being maintained. To increase competitiveness of local manufacturing products, exports from Rodrigues to Mauritius will also benefit from the freight rebate scheme and the trade promotion and marketing scheme. An amount of 20 million rupees is being provided under the budget of the Ministry of Agro-Industry and Food Security for the operationalization of a slaughterhouse. The existing building at Bediamon will be refurbished and equipped to allow the slaughtering of cattle, goat, and sheep according to norms. An amount of 5 million rupees has also been earmarked under the budget of the Ministry of Agro-Industry for the extension of all schemes for the agricultural and livestock sector to Rodrigues. Furthermore, with a view to supporting the tourism industry in Rodrigues, the subsidy on special Rodrigues holiday package and subsidy on airfare will be extended to up to September 2023. Mr. Speaker, sir, to enable the island to achieve its development goals, a total grant of 4.790 billion rupees is being provided to the Rodrigues Regional Assembly in the forthcoming financial year. This is inclusive of an amount of 100 million rupees from the COVID-19 Projects Development Fund for the construction of 30 kilometers of track roads and 60 million rupees from the National Environment and Climate Change Fund for the implementation of environmental projects. Mr. Speaker, sir, my government has adhered the sustainable development of all islands of our republic. And with this budget, my government is focused on bringing development to Agalega in a greener and more environment-friendly manner. The installation of solar lights at strategic places in Agalega shows the vision of a responsible government which is steadfast in its commitment to shift to renewable energy sources for the benefit of its citizens. My government is keen to develop the fishing sector in Agalega, and to that end, the Ministry of Blue Economy has carried out a survey in order to develop and promote the fishing sector.
The closeness of the Saya de Mala and Nazareth banks with Agalega is a non-negligible factor for the development of the fishing sector, coupled with the realization of the airstrip and jetty projects. This government is mindful of the intrinsic problems faced by our citizens in Agalega due to its smallness, remoteness, and frail ecosystems, lack of transport and communication facilities. Notwithstanding all these constraints, we are determined to bring development at the doorsteps of citizens in Agalega. Moreover, we have received the assistance of Afcons Limited as part of its CSR to implement several projects for the benefit of all citizens in Agalega. Besides, other projects have already been implemented under its Community Development and Social Outreach Program, namely road improvement, provision of water supply in primary school, construction of a football ground, an open gymnasium, and renovation of a church, amongst others. Mr. Speaker, sir, the development of activities linked to our exclusive economic zone remains a top priority for my government. It is therefore of paramount importance that our maritime zones are properly managed. The Offshore Petroleum Act has been passed in December 2021, and this shows our commitment to modernize our legislative frameworks so that they are in line with the current international trends, whilst ensuring the protection of the environment. My government is mindful that to facilitate the process of exploration and exploitation of our maritime zones and resources, it is essential to upgrade our surveying capabilities. As such, budgetary provision has been made for the Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration and Exploration to carry out its survey activities, which will shed more light on the latent potential of our vast maritime territory. Mr. Speaker, sir, on 24th of May 2022, the National Environment Cleaning Authority Bill was passed in the National Assembly. Procedures are ongoing for the proclamation of the Act. The Act provides for the setting up of a National Environment Cleaning Authority, which will be an apex institution responsible for the development and implementation of a national cleaning strategy with an action plan for the island of Mauritius. An amount of 16 million rupees is being provided to kickstart the setting up of the authority. Mr. Speaker, sir, fighting the scourge of gender-based violence remains a top priority for my government. In fact, I'm chairing the high-level committee for the elimination of gender-based violence, provides me with the opportunity to personally take stock of the current situation, the measures being taken, and to consider further options in addressing this issue. The National Strategy and Action Plan for the Elimination of Gender-Based Violence is being implemented to address all existing lacunas which may give rise to gender-based violence. The L'Espoir mobile app is an overwhelming success and is contributing in saving the lives of victims in distress. There is still a long way to go, I must admit, but nothing can divert our trajectory as we seek to tackle this national issue. Mr. Speaker, sir, one of the measures announced in the budget speech is that the basic widow pension will be extended to Muslim widows through tardy registration of religious marriage before the Muslim Family Council. Members of the House know that this is a long-standing issue. We are addressing it in a way we believe is just and feasible. The House may rest assured that we have looked into the legal side of it, and we will be acting accordingly through appropriate amendments to the Civil Status Act. And
and again some members of the opposition who have been in government for 2005 to 2014, nothing has been done. Nothing has been done. And now, when we are giving a fair treatment, we are giving the opportunity for a fair treatment, on est en train de rétablir la justice pour all those women. Now, some of them are saying, well, it's not enough. We should be doing more. Nothing you have done, you, in the past. So, toujours la démagogie. Mais, Monsieur le Président, in our endeavor to facilitate public service delivery and to encourage citizens' participation, access to the Citizen Support Portal is being enhanced through new initiatives being introduced by the Citizen Support Unit. In August 2021, the unit's mobile app was launched with the objective to improve connectivity for citizen engagement by reaching out to every single Mauritian. In collaboration with the Ministry of Information, Technology, Communication and Innovation, the development of a government chatbot is in the pipeline, which would embody my government's vision for a transition towards higher digitalization of public services and higher connectivity. Access to public services within a click is our end goal. Mr. Speaker, sir, in our endeavor to modernize every aspect of socio-economic activity in our country, my government also wishes to endow the country with a state-of-the-art racecourse and entertainment complex in Côte d'Or. To that end, the Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Limited will spearhead a design, build and operate new state-of-the-art racecourse and entertainment project under the public-private partnership framework. This new infrastructure will not only provide our population and visitors with an entertainment venue of excellence, but will also set the stage for the development of a broader equine sector. The horse racing industry has entered a new era, with regulatory and governance functions falling under the horse racing division of the Gambling Regulatory Authority. Integrity, transparency, and adoption of the best international practices in horse racing will henceforth be the guiding mantras for all stakeholders concerned. This new era is underpinned by the democratization of the organization of horse racing, as there will not be any monopolistic situation anymore. I must emphasize that through the GRA HRD, government is injecting some 95 million rupees annually in this industry to ensure its sustainability. Monsieur le Président, je souhaite dire à la Chambre que plus jamais un organisateur des courses ne va prendre l'industrie hippique en otage. Plus jamais certains ne vont se liguer pour agir comme un État dans un État. Nous mettons de l'ordre dans les courses hippiques et assurons sa pérennité. Cette industrie a un énorme potentiel économique. Elle ne peut demeurer l'apanage d'un petit groupe qui a fait la pluie et le beau temps pendant trop longtemps. Je ne suis pas surpris par la réaction des députés du MMM, les honorables Bagwan et Kirin en particulier, dans leurs attaques gratuites contre la Gambling Regulatory Authority et aussi contre le gouvernement. De par leurs commentaires, on peut comprendre que ces donneurs de leçons s'opposent à ce que la mafia mentionnée dans le rapport Paris puisse être mise au pas. Ils s'opposent à ce qu'il y ait une fin à ces pratiques hautement préjudiciables et dénoncées pendant des décennies par des différents partenaires de l'industrie hippique. Le MMM réagit parce que
Je l'ai dit dans une récente intervention au Parlement, des pactoles sont en jeu. Ces pactoles qui arrivent dans les caisses du MMM régulièrement, de leurs copains liés aux courses hippiques, sont vitaux pour assurer la pérennité du parti. Sans les leviers dont disposaient certains pour faire de l'argent sur le dos des tuafistes, ces pactoles ne seront plus disponibles. C'est cela qui heurte le MMM. C'est cela qui explique les états d'âme du député Bagwan. Il est important, Monsieur le Président, de dénoncer encore une fois l'hypocrisie du MMM par rapport à plusieurs dossiers. Monsieur le Président, je vais poser une seule question. Peut-être l'honorable Bagwan et le MMM pourra nous dire quel mécanisme a été utilisé pour que M. J.M.D. Non, M. J.M.G. qui a utilisé une compagnie. Quel mécanisme a été utilisé pour faire entrer dans la caisse du MMM le financement? Répondez. Si vous êtes honnête, dites à la population, et c'est pourquoi je dis, il est important de dénoncer, encore une fois, l'hypocrisie du MMM par rapport à plusieurs dossiers. D'ailleurs, le MMM prétend qu'il milite contre le trafic de drogue. Mais qu'avons-nous vu ces derniers temps? Ce même MMM, les honorables membres de ce parti, et pas les moindres, l'honorable Outim, qui est venu défendre ici. Qui est venu défendre ici. Order, this is democracy. This is democracy. You are out of order. You are out of order. You are out of order. You don't have the floor. You don't have the floor. You don't have the floor. You have to remain quiet. And if you continue, you have to walk out. Last warning. This is a temple of democracy. You made your speech. The Honorable Prime Minister has a right, the constitutional right to reply. Let him reply. Please continue. If you are not agreeable, take a point of order. Moi, je dis, tout le monde, la population a vu ici, heureusement qu'il y a le live broadcasting, comment l'honorable Outim est venu défendre un trafiquant de drogue dans cette auguste assemblée. Je fais référence aux Slovaques condamnés à 22 ans de prison pour de sérieux délits de drogue, des drogues d'une valeur marchande d'environ 700 millions de roupies. Ce criminel a été repris du territoire mauricien par les autorités de son pays. Et la même hypocrisie, Monsieur le Président, on la voit sur le dossier hippique. Dois-je rappeler que la commission d'enquête sur les courses hippiques instituée en 2014 trouve son origine dans les discussions que l'ancien Premier ministre avait eues avec celui qui se présente comme le copain de l'honorable Paul-Raymond Béranger, leader du MMM. Je parle de ce monsieur que j'avais fait référence, JMG. C'était du temps de cause causée entre le MMM et le Parti travailliste. Là, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a cause causée, un rendez-vous, il n'arrive pas à avoir. Rendez-vous. Voilà où est tombé le MMM. Ils sont en train de supplier le chef du Parti travailliste pour avoir, pas pour se rapprocher, pour avoir un rendez-vous, s'il vous plaît. Et en créole, on dit « n'a baisé là ». Peut-être que le leader du PMSD ne sait pas, mais il peut vérifier dans l'Alliance de l'Espoir. Order.
Now you continue, Prime Minister. Oui, je disais donc, il faut se demander, le premier, alors, le monsieur JMG avait dit à l'ancien Premier ministre qu'il y avait une mafia au pluriel, les mots exacts qu'il avait dit, une mafia au pluriel qui dirige les courses hippiques à Maurice. Et quand le rapport final de la commission d'enquête nous est remis en mars 2015, nous avons constaté à quel point la situation était pourrie et menaçait l'existence même de cette industrie. Nous avons pris connaissance des tenants et aboutissants de cette mafia au pluriel. Et il faut bien se demander qui était au pouvoir quand cette mafia est devenue si puissante. Mais quand on entend les membres du MMM, et certains même au Parti travailliste, qu'en prenant des actions courageuses pour implémenter les recommandations du rapport Paris et combattre cette mafia au pluriel, ce gouvernement a programmé, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Il vient de nous dire que ce gouvernement a programmé la mort du MTC. Hein? On ne peut dénoncer cette hypocrisie, Monsieur le Président. On peut même se demander si le rapport Paris aurait fini dans une poubelle si le Parti travailliste et le MMM avaient gagné les élections générales en 2014 et formé le gouvernement. Au vu de leur position aujourd'hui, il est clair qu'ils n'auraient pas agi comme nous l'avons fait, sans peur et sans visière. Monsieur le Président, ce gouvernement ne va jamais tolérer aucune mafia, qu'elle soit au sein de l'industrie hippique ou dans d'autres milieux. Nous sommes crédibles et c'est pour cela que les Mauriciens, dans leur grande majorité, nous font confiance, contrairement à l'opposition qui, à travers des différentes prises de position contradictoires, des gesticulations qui ne sont pas crédibles, s'en mêle dans des contradictions et sa haine viscérale vis-à-vis le gouvernement. Mr. Speaker, sir, if we want to see the transformation which our country is witnessing and the changing landscape with the unending infrastructural development, I invite members of the opposition to take a ride in the metro from Port Louis to Phoenix and shortly to Cupip and Redri. I am sure they will enjoy the ride. Mr. Speaker, sir, with this budget, we are once again proving our commitment as a caring government to support our citizens, our institutions, and our enterprises, despite the very difficult times that we are facing. With the implementation of the measures announced and with the support of the population, I am confident that we can look forward to better days ahead. Mr. Speaker, sir, let me end my intervention with the following quote from Helen Keller, political activist and disability rights advocate from the United States of America. I quote, "Alone we can do so little, together we can do so much," unquote. Thank you. Honourable members, I suspend the sitting for 1 hour.